Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre ce soir ici à l'Académie du climat. Le thème qui nous réunit, renverser la marée des déchets sauvages, les solutions. Vaste débat, vaste nécessité à trouver ensemble pour que nos océans ne soient moins pollués. Alors, c'est symbolique d'être ce soir à l'Académie du climat, présidée par Serge Auru, que je connais très bien mais qui ne pouvait pas être là ce soir, pour cette conférence relative à la lutte contre les déchets sauvages et plus particulièrement des déchets d'emballage que l'on retrouve dans nos rues, dans nos espaces verts, dans nos rivières, dans nos fleuves, dans nos mers et dans nos océans. Alors, Meiraïn Tinga, merci de cette initiative et bravo pour ce que tu as entrepris ces jours-ci. Il est plus connu sous le nom de Plastic Soup Surfer, c'est en fait son vrai nom. Mais tu es un biologiste, puis un sportif passionné, fervent défenseur de l'environnement. Et tu t'es donné cette mission de sensibiliser et d'alerter aujourd'hui le grand public sur la lutte contre la pollution plastique dans la nature. Un véritable fléau. Bravo. Alors elle est là. Il a confectionné lui-même sa planche de windsurf à partir de bouteilles plastiques. Il s'est lancé à la fin juin dans une expédition de 850 km en partant de Londres, en revenant à Oslo. Il arrive aujourd'hui à Paris pour sensibiliser tout le monde à ce sujet-là. Il a été accueilli hier par la maire de Paris, Anne Hidalgo, dont on entendra d'ailleurs juste après mes propos introductifs un message qui vous est destiné ce soir. Avec cette conférence, tu souhaites réunir les acteurs clés du sujet de la collecte des déchets et sensibiliser le grand public à cet immense défi du siècle à venir. En France, les décideurs ont fait de l'économie circulaire et de la gestion des déchets une priorité dès 2008 et la feuille de route pour l'économie circulaire qui a débouché sur la loi anti-gaspillage, pour une économie circulaire promulguée en 2020 et puis pour la loi climat et résilience en 2021. Ces lois visent à lutter contre le plastique à usage unique, comme vous le savez, favoriser l'éco-conception essentielle, y penser avant, le réemploi et le recyclage, et renforcer le système des REP, dits pollueurs-payeurs, et améliorer l'information donnée aux consommateurs. Le sujet est aussi maintenant européen, avec la révision d'un règlement sur les emballages et international, avec la discussion autour d'un traité international visant aussi à lutter contre la pollution plastique. Depuis plusieurs années, le cadre réglementaire relatif aux déchets s'est considérablement renforcé avec de nouveaux objectifs, interdictions et obligations pour basculer dans une véritable économie circulaire. Un constat cependant, les performances des déchets d'emballage ne sont pas toujours au rendez-vous. On plafonne sur le geste du tri à 59% des bouteilles plastiques et une canette sur deux sont recyclées dans notre pays. Alors, c'est mieux que rien, mais il y a encore beaucoup à faire pour qu'on arrive à zéro déchet. Et il y a tous les autres emballages aussi dont on parle moins. Et comment aller plus loin? Quels sont les leviers d'action que l'on peut tous trouver ensemble? C'est essentiel et c'est une des raisons des débats ce soir. Alors une solution avait été proposée, que tu défends très fortement, celle de la consigne pour recyclage, un sujet éminemment politique en France et même presque électrique. Il a fait des débats très très forts, avec des fortes divergences entre les collectivités territoriales, les industriels, qui en 12 ans ont changé d'avis. Avant ils étaient contre, aujourd'hui ils sont pour. Les collectivités ont le sentiment qu'on va leur enlever de la matière, et elles ont raison, donc il faut trouver un consensus, et il sera difficile à trouver. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que comme on n'a pas trouvé de solution, le ministre Béchu a dit, il n'est pas dit qu'on ne fera pas, il a dit on reporte et on verra. Donc on donne le bébé à l'Europe, en laissant l'Europe décider comme plein de sujets politiques dans notre pays, et puis quand l'Europe aura décidé, on sera bien obligé de mettre en œuvre, sous peine de sanctions, tout cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait ce débat et que tu portes chevillé au corps cette volonté aujourd'hui sur la consigne qui, en France, comme on l'a dit en préparant cette rencontre, est peut-être plus problématique que dans d'autres pays. Mais
libre à chacun d'avoir ses propres opinions et ses propres convictions. Donc comment anticiper cette obligation européenne et atteindre rapidement 90% de collecte des emballages? On va écouter les parties prenantes clés du succès, témoignages des ONG, de politiques et d'entreprises à nos côtés. Nous sommes dans un contexte politique aussi en France totalement inédit. S'il n'y avait pas eu ce front républicain, il y avait de fortes chances que la bascule aille peut-être à l'extrême droite, en majorité relative ou totale, et dont on peut supposer que les sujets d'environnement n'auraient pas été sur le haut de la pile. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On va voir ce qui va se construire, parce que je ne suis pas un devin, et je suis incapable de vous dire ce qui va se passer d'ici 15 jours ou 3 semaines. Voilà ce que je souhaitais dire en propos introductifs. En tout cas, on a ici un héros qui a décidé de venir sur cette planche à voile jusqu'à Paris, faire 850 km pour vous rencontrer, pour porter ses valeurs. Et avant de lui céder la parole, nous allons entendre Anne Hidalgo, maire de Paris. Merci et bienvenue à l'Académie du Climat, aux côtés de Mergine, qui est un grand sportif et qui, avec son énergie, avec sa force, avec sa petite folie, parce qu'il faut un peu de petite folie, vient, à partir de son exploit, nous dire autre chose. Il vient nous dire combien les océans, combien les mers sont importantes et combien nous devons arrêter cette consommation, cette production de plastique qui n'en finit plus de polluer et de créer un désastre pour la biodiversité, un désastre pour notre santé, et qu'il faut arrêter avec cela. C'est le message principal qui va être diffusé et partagé pendant cette conférence. Paris est très engagé. L'Académie du Climat est un signal de cela, puisque l'Académie du Climat, nous l'avons voulu avec toute mon équipe pour qu'elle soit le lieu où à la fois des activistes, des scientifiques, des jeunes, des moins jeunes, des citoyens viennent et échangent sur comment on peut changer nos comportements, comment on peut passer à des modes de vie qui soient tout aussi beaux, tout aussi joyeux, tout aussi intéressants et respectueux de la planète, respectueux de notre environnement et tout simplement respectueux des humains, parce que c'est aussi notre santé qui est en jeu. Et l'Académie du Climat est très heureuse et très fière d'accueillir cette conférence. J'espère que vous en tirerez beaucoup de profit. C'est un moment très important parce que ça se situe juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques et que là aussi nous avons fixé des grandes ambitions écologiques sur ces Jeux et notamment sur la question du plastique, puisque ces Jeux ne verront pas du tout d'utilisation de plastique à usage unique. Nous avons posé cela comme principe, nous nous sommes engagés et nous allons évidemment le respecter. Et après les Jeux, nous aurons montré qu'il est possible de sortir de cet usage du plastique à usage unique. Parce que nous devons réduire la production, réduire nos consommations et bien sûr recycler, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de déchets plastiques partout sur la planète et notamment sur les mers, les recycler pour en faire autre chose et en sortir. En tous les cas, c'est une démonstration joyeuse que les messages sur l'écologie ne sont pas des messages qui viennent simplement poser des contraintes, mais ils viennent aussi proposer un mode de vie dans lequel je vous assure qu'on peut vivre plus heureux et mieux en consommant un peu moins, peut-être même beaucoup moins, et en étant plus ouvert au respect de l'environnement et au respect de celles et ceux qui nous entourent. Bienvenue à vous. Merci Madame la maire, sous vos applaudissements. Avant de démarrer le débat avec mes 5 invités, je vais demander à Antoine Guillou de me rejoindre. On va lui donner un micro, que l'on va allumer comme ça. Merci d'être là, monsieur le maire. Je vais vous laisser la parole pour présenter les actions de la ville pour lutter contre les déchets abandonnés et le plastique à usage unique. Et aussi peut-être, ça a été rappelé par madame le maire, on est à la veille des Jeux Olympiques, une image absolument incroyable pour la France à donner au monde. Donc comment on fait des Jeux sans plastique ? Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de ce sujet crucial qui est effectivement l'invasion, la marée du plastique qui envahit effectivement nos vies depuis longtemps, qui envahit notre environnement et qui est un sujet qui nous concerne tous. Je voulais d'abord dire un grand bravo à Mergine pour d'une part, pour cet exploit sportif qui est
aussi de la sensibilisation, et je suis d'accord que c'est pas assez, mais c'était déjà très beau à voir, et je pense que ça reste extrêmement important de faire ce lien entre l'environnement et le plastique, et c'est grâce à des exploits tels que ceux-là qu'on peut arriver à ce résultat. Ça, c'est le premier bravo. Le deuxième bravo, c'est d'avoir fait la présentation en français, et je dois dire, je suis bien incapable de rendre l'appareil en néerlandais, donc je suis absolument désolé, mais de manière extrêmement ennuyeuse, je vais poursuivre en français. Pour vous dire, la maire de Paris l'a évoqué et a dit dans sa vidéo introductive à quel point c'était un sujet sur lequel à Paris nous sommes engagés depuis longtemps. On va parler des Jeux Olympiques évidemment, mais avant je voulais dire quelques mots, d'une part sur l'importance de l'enjeu, chacun l'a bien en tête, mais la pollution plastique, c'est un impact évidemment extrêmement important sur l'environnement, sur les milieux naturels, sur les paysages aussi, et on sait que les pollutions plastiques sont des pollutions qui restent, qui peuvent rester parfois très longtemps. Ça pollue les océans, ça pollue pour nous, plus près de nous ici, la Seine, ça pollue même les paysages des Vosges, dont mon collègue Benoît Jourdain parlera mieux que moi tout à l'heure sur la table ronde, j'en doute pas. Donc c'est une pollution qui se retrouve partout. C'est un enjeu donc de lutter évidemment contre cela. C'est un enjeu aussi en termes de réduction des émissions de CO2, tous ces plastiques inutiles qui parfois sont produits et dont il faudrait se débarrasser à la source pour éviter cette production de CO2. C'est un enjeu aussi de qualité du cadre de vie, et ça, dans les milieux urbains, on est évidemment très sensible. Dans une densité d'habitants telle que Paris, 20 000 habitants au kilomètre carré, eh bien, lorsque vous avez un déchet par terre, quel qu'il soit, mais c'est souvent du plastique, eh bien, ça pollue aussi visuellement le cadre de vie de beaucoup d'habitants. Donc c'est un enjeu évidemment à énormément de points de vue, puis c'est un enjeu citoyen, on y reviendra tout à l'heure. Comment on peut lutter contre ça et comment nous, Paris, on essaye de s'inscrire dans cet enjeu? Tout d'abord, je pense qu'il y a évidemment énormément de leviers qui se passent au niveau, Merdine en a parlé, au niveau européen, vous l'avez évoqué aussi, européen, national, pour qu'on arrive à réduire le plastique à la source. Parce que la meilleure manière d'éviter qu'il ne se retrouve dans notre environnement, c'est avant tout qu'il ne soit pas acheté, qu'il ne soit pas consommé, qu'il ne soit pas mis sur le marché. Et donc c'est d'avoir ces actions résolues en amont. Et c'est vrai que là, de ce côté-là, les villes, les acteurs de la société civile sont forcément un petit peu démunis parce que ça se passe avant qu'on puisse intervenir au niveau des réglementations, au niveau des choix des industriels qui sont aussi en fonction de la réglementation, évidemment. Et donc nous, on a là, pour le coup, une action de plaidoyer avec les autres collectivités françaises, européennes, pour dire il faut des réglementations plus ambitieuses au niveau national, au niveau européen, pour réduire les emballages à la source, les réduire quand ils sont inutiles, quand il y a du suremballage, privilégier aussi le réemploi, avoir des contenants qui soient réutilisables, des emballages réutilisables plutôt que des emballages à usage unique qui sont effectivement vraiment ce fléau qu'on retrouve ensuite dans l'environnement quand ils ne sont pas triés et jetés au bon endroit. Donc déjà, cette action de plaidoyer au niveau national et européen, c'est quelque chose qui rassemble beaucoup d'acteurs ici, je crois, et c'est quelque chose sur lequel on essaye d'être très actif, encore une fois, aux côtés des collectivités, des associations et plus largement des acteurs de la société civile. Deuxième sujet, parce que quand même on ne se contente pas de dire que c'est le niveau national et le niveau européen qui doivent faire des choses, on essaye évidemment, nous, de faire des choses à notre niveau en tant que collectivité, et on peut faire des choses. J'en donne ici quelques illustrations concrètes pour montrer qu'on peut avoir localement, mais à Paris, quand on est localement, ça fait pas mal de monde, donc on trouve qu'on a un impact quantitativement qui est non négligeable. Quelques actions concrètes en guise d'exemple. La suppression du plastique à Paris dans les crèches et les écoles. Ça, dans les cantines scolaires, ça c'est une action résolue que nous menons, à la fois pour réduire la pollution, à la fois pour réduire aussi les perturbateurs endocriniens qui, on le sait, sont associés à ces plastiques. Donc ça, c'est un enjeu très fort sur lequel nous avons avancé résolument pour supprimer ces plastiques à ces endroits-là. On a aussi supprimé les emballages à usage unique ça peut paraître anecdotique, mais à l'échelle de la ville, ça n'est pas tant que ça, les restaurants administratifs des agents, donc les cantines, où les agents de la ville se rendent tous les midis. La vente à emporter s'est beaucoup développée, on le sait depuis quelques années, depuis le Covid. Ça a créé beaucoup d'emballages à usage unique. On a agi, nous, sur ce qu'on maîtrisait, c'est-à-dire les restaurants internes à la ville, les restaurants administratifs, et on a supprimé la quasi-totalité des emballages à usage unique pour la vente à emporter. On a remplacé ça par des contenants consignés, mais réemployables pour le coup, et ça marche
très bien. Il y a eu une petite période d'adaptation, 6 mois aussi à peu près, et on a beaucoup réduit les déchets et les risques de pollution. Et en plus, je le dis parce que mes homologues d'autres collectivités sont attentifs à cette question, moi aussi. En plus, c'est économiquement rentable de le faire. On agit donc sur le périmètre de la ville. On agit aussi évidemment auprès des Parisiennes et des Parisiens pour les inciter à réduire et à réfléchir aussi à leur comportement d'achat. On a mis beaucoup de fontaines en accès libre dans l'espace public parisien. On incite à travers la sensibilisation, mais aussi avec une infrastructure concrète d'accès à l'eau, faire en sorte que les Parisiennes et les Parisiens, les visiteurs puissent, et les Jeux Olympiques vont être l'occasion pour nous aussi d'y inciter nos visiteurs du monde entier, utiliser des gourdes, remplir à la fontaine plutôt que d'aller acheter effectivement des boissons dans des bouteilles et des emballages à usage unique. On le fait aussi avec les acteurs de l'événementiel, les acteurs du sport, puisqu'on parlait d'expos sportifs tout à l'heure, faire en sorte que les événements sportifs dans l'espace public, qui sont souvent générateurs de beaucoup de boissons dans des bouteilles, beaucoup d'emballages à usage unique, eh bien on a mis en place une charte pour faire en sorte que désormais tous les événements publics tous les événements qui se passent dans l'espace public parisien soient sans emballage à usage unique. Voilà, je vous donne quelques exemples à travers ça d'actions qu'on peut mettre en place. On accompagne aussi les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers pour voir celles et ceux qui sont volontaires pour être en avance, pour s'engager dans des démarches de sortie du plastique. Je pourrais encore citer beaucoup d'autres exemples, mais je conclurai en disant qu'évidemment, ces ambitions et ces actions-là, on les a traduites notamment pour les Jeux Olympiques. Et la maire de Paris, en premier lieu, a porté cette ambition d'avoir des Jeux Olympiques les plus exemplaires possibles sur le plan environnemental et notamment sur le plan du plastique. Et donc, on a eu toute une action. Et c'est pas forcément simple parce qu'on avait des acteurs, y compris des acteurs historiques, partenaires des Jeux Olympiques, qui n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit. La discussion a été, et mon collègue Pierre Rabadan, en charge des Olympiques, s'y est employé parfois, disons, robuste avec les acteurs qui sont les partenaires des Jeux Olympiques pour faire en sorte que le plus possible, à chaque fois que c'était techniquement faisable, on ait non pas des bouteilles à usage unique, mais des gobelets réemployables, qu'on ait des fontaines, y compris des fontaines à soda, donc pas seulement des fontaines à eau, pour qu'on puisse limiter au maximum ces plastiques à usage unique. Et on estime que pendant les JO, c'est plus d'une centaine, peut-être plusieurs centaines de tonnes de plastique qu'on permettra d'éviter comme cela. Voilà, je voulais juste, pour ne pas être beaucoup plus long, laisser la place au débat, dire, parce qu'on a dit que ce n'était pas assez, encore une fois, je suis entièrement d'accord sur la sensibilisation, mais nous, on sensibilise quand même 25 000 enfants à Paris chaque année à la question de la réduction des déchets, et je pense que c'est les meilleurs ambassadeurs de l'avenir, donc c'est important de le dire. Et en tout cas, moi, je ne vais pas forcément pouvoir rester avec vous pour la table ronde, et j'en suis désolé, parce que le Conseil de Paris, le Conseil municipal se poursuit, et donc je vais devoir y retourner, mais je voulais remercier pour conclure tous les Mergine évidemment en premier lieu pour nous avoir invités à participer à cette table ronde et puis pour avoir rassemblé dans cette table ronde l'ensemble des acteurs du sujet de la consigne notamment. C'est vrai que c'est un sujet qui est controversé en France, consigne pour recyclage, consigne pour réemploi, quelle place pour le recyclage par rapport à la réduction des déchets, au réemploi. Je pense que ça va être le sujet de la table ronde. Je voulais remercier tous les intervenants et intervenantes qui ont accepté d'y participer. On serait évidemment très heureux de voir le résultat de cette réflexion, de continuer à pousser ça pour avoir une approche pragmatique qui respecte la hiérarchie des objectifs, réduire, réemployer, recycler et faire en sorte qu'on arrive effectivement tous ensemble à attaquer ce sujet qui reste extrêmement problématique, comme les photos et le sac que Mergine a apporté le prouvent. Je vais donc le récupérer. Je vais donc le récupérer pour aller l'amener tout de suite au centre de tri du SICTOM qui se trouve dans le 15e arrondissement. Merci beaucoup en tout cas pour l'organisation de cet événement et encore bravo pour ce bel exploit sportif, cette belle mise en valeur de la Seine, mais aussi des problématiques qui se posent dans l'environnement à cause du plastique. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire, merci Antoine Guillou. Merci aussi d'avoir rappelé le rôle de la mairie et l'ensemble de tout ce que la chaîne de toutes les petites choses que vous avez faites, des crèches, dans les écoles, mais aussi de l'eau qui est disponible pour tout le monde, pour rappeler que les collectivités et les mairies, alors Paris c'est un peu particulier, c'est une très très grande ville, mais combien la place des maires aujourd'hui peut être essentielle dans la mise en œuvre de ce type d'initiative. Merci à vous, très bonne soirée et bonne fin de Conseil de Paris. Bien, on va passer maintenant à cette table ronde
Et je vais appeler tout simplement sur scène, les uns après les autres, nos intervenants. Donc, le thème, renverser la marée des déchets, quelles solutions pour diminuer les emballages dans les déchets sauvages. Je vais appeler Benoît Jourdain, vice-président délégué de transition écologique et précarité énergétique d'Amorce, dont vous avez compris qu'il était élu des Vosges. Vous vous installez où vous souhaitez, Benoît, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Anne-Sophie Louvel, directrice des opérations territoire de Citeo. Chloé Schwigebel, coordinatrice des projets Fair Resource Foundation. Lucien Debevert, délégué général de la boîte boisson et programme Chaque canette compte. Et Bénédicte Claire-Cala, responsable juridique de Zéro Waste France. Merci à tous les 5 d'être présents. Je vais démarrer par vous, Benoît Jourdain. Merci. Alors oui, vous avez des micros qui sont là, il faut juste pousser le petit bouton noir en haut. Non, pas en bas, il va rester. Non, non, surtout pas en bas. Le petit bouton noir en haut. Attendez, voilà, hop. Le petit, ici, voilà, vers le haut, c'est parfait. Pareil ici, mais je pense qu'ils vont tenir 1 heure, donc vous pouvez les noter tout de suite. Merci de votre présence. Vous êtes dans un pays absolument formidable, qui sont les Vosges. Je l'ai visité il y a peu de temps. Je peux vous dire que ça vaut la peine. Les paysages sont incroyables. Donc, bien sûr, j'ai noté tout à l'heure, tu l'as dit, ce serait quand même dommage de se balader dans les forêts avec des bouteilles plastiques au milieu des forêts. C'est tout le débat qui nous réunit ce soir. Le débat sur la consigne du recyclage a été très polarisé. On l'a dit presque de temps en temps, assez compliqué. Pourtant, il semble que tous les acteurs autour de la table poursuivent un objectif d'améliorer la collecte et en réduire la présence dans les déchets sauvages. Donc en ce sens, quelles solutions sont promises par les collectivités aujourd'hui pour réduire la présence de ces déchets sauvages et d'améliorer cette collecte des déchets? Merci bien, bonsoir à tous. Alors j'ai déjà présenté Amorce, donc je représente ici une association de collectivités engagées dans la transition écologique. Quand je dis de collectivités, c'est quasiment toutes les collectivités françaises d'une manière ou d'une autre qui sont présentes au sein d'Amorce, donc est une structure qui travaille sur l'eau, sur les déchets et sur l'énergie essentiellement. Alors je suis par ailleurs, vous l'avez compris, donc élu local dans les Vosges. J'ai fonction de vice-président de la transition écologique dans ce beau département. Donc il n'y a pas la mer, mais bon, on a d'autres atouts. Je suis là donc pour porter en fait le message des collectivités locales, qui est un message unanime. C'est-à-dire qu'en fait, sur le débat sur la consigne pour recyclage, puisqu'on parle de la consigne pour recyclage, toutes les collectivités de France, toutes les associations généralistes ont le même message, que ce soit les départements, les communes, les intercommunalités, et donc elles sont opposées à ce principe de consigne pour recyclage. Et bien évidemment, je suis là pour expliquer le pourquoi du comment. C'est une position qui est une position des collectivités françaises. On n'a pas vocation à donner des leçons aux autres pays européens. D'abord peut-être parce qu'on n'a pas la même histoire en matière de gestion des déchets. On a notamment en matière de responsabilité élargie des producteurs, et ma voisine est là, même si je suis sûr qu'elle n'a pas le même avis que moi, pour en témoigner une vieille histoire, puisque ce qu'on appelle la REP emballage a 32 ans maintenant. Voilà, donc ça fait 32 ans qu'on a des actions pour le recyclage, la valorisation de tous les contenants, de tous les emballages. Et nous, en fait, on est parti, on considère que si vous voulez que je parle moins vite, non, c'est bon, c'est un peu vite. Bon, je vais essayer de parler un peu moins vite parce que, effectivement, je ne parle pas du tout le néerlandais non plus, donc je vais essayer de parler plus doucement. On part du principe aujourd'hui que on a l'impression que cette consigne pour recyclage, c'est surtout, on va dire, du greenwashing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression on essaye de rendre la bouteille plastique plus acceptable, alors que notre objectif, qui est le même que le vôtre, on a tous le même objectif, c'est de réduire les déchets plastiques, c'est de réduire les déchets qu'on a gérés, mais on a l'impression que on prend le problème à l'envers. Alors j'ai des slides, je crois, qui montrent en fait quelque part, je ne sais pas comment je dois faire, voilà, c'est moi. Ouais, bon, juste pour expliquer très rapidement, pour expliquer qu'en fait la bouteille plastique, c'est pas grand-chose. C'est 0,1% des déchets qui sont produits en France, et c'est 10% des déchets plastiques. Et c'est le déchet qui est le mieux recyclé, c'est le déchet qui est le mieux collecté et le mieux recyclé. Alors certes, on est loin des 90%, on espère y arriver. On est loin parce que il a fallu un certain temps pour mettre en place notamment l'extension des consignes de tri, qui est opérationnelle, je parle sous le contrôle d'Anne-Sophie, depuis 1er janvier 2023, enfin peut-être pas à 100%, mais à 100%. Voilà, bon,
Voilà. Donc, on n'a pas encore tous les effets de cette extension des consignes de tri, donc qui fait que tous les emballages maintenant se trient et doivent être recyclés. On est, je crois, à 61% sur la bouteille, qui est, encore une fois, l'objet plastique qui se recycle le mieux. Et donc, aujourd'hui, on fait un focus sur la bouteille plastique qui nous semble totalement déraisonnable par rapport à tous les autres enjeux de la pollution plastique. Et on a franchement l'impression que derrière, c'est les intérêts des actionnaires de Citeo, des grands metteurs en marché qui produisent la bouteille plastique et qui aujourd'hui essayent de rendre cette bouteille plastique plus acceptable qu'elle ne l'est. Ça, c'est le premier sujet, c'est pour lequel nous, on considère aujourd'hui c'est pas une priorité pour nous. Et la priorité, je rappelle la loi AGEC, on parle aujourd'hui du recyclage de bouteilles plastiques. La loi AGEC, c'est 50% de réduction des bouteilles mises sur le marché, des bouteilles à usage unique pour 2030. Et ça, on n'en parle plus. Nous, la priorité, c'est la réduction à la source. C'est la politique que mène la ville de Paris et beaucoup d'autres collectivités, mais qui ne peuvent être menées que par les metteurs en marché. Donc la responsabilité doit être sur les metteurs en marché et sur leur opérateur pour réduire ces tonnages mis sur le marché. Et c'est là qu'on arrivera effectivement aux enjeux qu'on partage tous, encore une fois, qui est d'avoir moins de déchets à gérer plutôt que de mieux les recycler. Donc la priorité, c'est la sobriété, moins de production, avant de travailler sur des outils de recyclage qui, par ailleurs, ne nous semblent pas pertinents parce que la France s'est dotée aujourd'hui d'un tout un process de recyclage qui, encore une fois, est en train de monter en puissance avec l'extension des consignes de tri. On nous demande aujourd'hui de doubler quelque part et d'organiser un système concurrent. Moi, je ne parle pas d'argent, on a parlé d'argent tout à l'heure, je ne vais même pas parler d'argent, c'est vrai qu'il peut y avoir des enjeux sur la matière, sur qui est propriétaire de la matière, combien ça vaut, etc. Je ne parle même pas de ces questions-là. Je parle qu'aujourd'hui, on va mettre en place 2 systèmes qui vont être exactement avec le même effet, c'est-à-dire de ramener des bouteilles au même endroit, simplement on va les mettre en concurrence, avec un doublement, je dirais, des moyens, un doublement des transports, avec un bilan carbone qui est loin d'être positif. Et donc, voilà, nous, notre priorité, c'est effectivement la réduction à la source, les efforts que les metteurs en marché doivent faire sur la réduction de la bouteille. Voilà. Après, bon, j'ai bien compris qu'on est focalisé essentiellement sur la bouteille plastique, hein, mais il y a quand même d'autres enjeux. Encore une fois, c'est une toute petite partie des déchets qu'on a à gérer. Mais voilà, on est effectivement... je dirais, solidaire de tous les plans de prévention, de tous les plans, je dirais, d'amélioration de la lutte contre les dépôts sauvages. On considère, je crois qu'il y a à peu près 11 kilos par an par habitant en France de déchets qui sont jetés à la nature. Tout ce qui va permettre déjà de produire moins au départ, mais également tout ce qui va permettre d'être plus performant dans la capacité de résorber ces décharges. Alors là, on appelle aussi... on appelle les éco-organismes à donner un peu plus de moyens aussi pour la résorption des décharges sauvages, et puis plus de moyens également sur la sensibilisation. On a parlé beaucoup de sensibilisation tout à l'heure, mais également sur la répression, parce qu'il y a aujourd'hui peut-être, même si la loi AGEC a permis des progrès en matière de sanctions pour les fauteurs de troubles, et peut-être qu'on n'est pas allé assez loin, qu'il faut aujourd'hui davantage peut-être mettre l'accent sur ces questions. Voilà rapidement ce que je voulais dire. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet un peu plus tard. On aura l'occasion tout à l'heure. On m'a dit qu'il y avait 5 minutes, donc je pense que chacun puisse rebondir à la fin de ce premier tour de table. En tout cas, les propos sont clairs. Tu as compris que les collectivités aujourd'hui, qu'elles soient départements ou villes en France, sont opposées à la consigne pour le recyclage, avec leur point de vue, qui est légitime de le comprendre comme ça. Finalement, ce n'est que 0,1%. C'est du greenwashing, voilà. Donc, on va faire les choses 2 fois. Ça mérite d'être bien exprimé, mais il n'y a pas que ce point de vue. On est complètement favorable, par contre, à la consigne pour réemploi. Et des fois, il y a aussi une confusion dans l'esprit des Français. On dit aujourd'hui que la consigne, c'est quelque chose de populaire. C'est populaire parce qu'effectivement, les gens ont souvenir de la bouteille de verre qu'on recyclait, qu'on collectait. Là, je dirais, les collectivités, on est tout à fait favorable. En plus, il y a un bilan carbone qui est certainement supérieur pour la consigne pour réemploi plutôt que pour recyclage, mais sur la consigne pour recyclage qui nous pose souci. Parler tout à l'heure de politique, justement sur le côté, effectivement, on nous dit que c'est très populaire. Le seul parti politique qui, lors du dernier débat, a préconisé la consigne pour recyclage, c'est le parti le plus populiste de France. Et en tout cas, les propos sont très clairs. Moi, ce que j'ai pu observer, parce que
si je suis là, c'est que je regarde beaucoup de sujets dans l'économie circulaire, parce qu'on a entendu un point de vue, on va en entendre d'autres, c'est que les progressions en 10 ans sont passées de 59 à 61, et que beaucoup se disent que pour passer à 90, il faut peut-être du recyclage. Et la consigne aujourd'hui. Mais on va vous donner la parole à votre voisine. Dernière chose, on reviendra sur le débat à la fin. Non, mais tout rapidement, je vais pas parler de l'Hollande que je ne connais pas, mais l'Allemagne qui a une consigne pour recyclage n'a pas réduit, au contraire, la production de bouteilles plastiques continue. Il y a de plus en plus de tonnage à gérer. Alors effectivement, peut-être que les taux de collecte et les taux de recyclage sont meilleurs, mais sur un gisement qui n'arrête pas de progresser. Et on est loin de nos objectifs, encore une fois, qui sont de 50% de réduction que vous avez cité tout à l'heure. Anne-Sophie Louvel, directrice des opérations territoire de Citeo, je crois que vous avez des slides, donc vous avez aujourd'hui beaucoup de reste à faire pour améliorer les performances des collectes des emballages aujourd'hui ménagers. Quels sont, selon vous, les leviers pour améliorer les performances de la collecte en France et pour que notre pays, justement, atteigne les objectifs européens à venir? Bonsoir, merci de me donner la parole. Donc, voilà, je représente l'éco-organisme qu'évoquait Benoît à l'instant. Donc, un éco-organisme qui s'appelle Citeo, qui est agréé par l'État pour poursuivre ces fameux objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage. Donc, on a un objectif dans la relation avec nos clients qui est effectivement de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers. L'ensemble des emballages, donc l'ensemble des matériaux qui sont concernés. On n'a pas de préférence sur l'ensemble de ces éléments-là. On adresse bien l'ensemble de ces trois sujets et c'est toujours un peu ce qui me chagrine, entre guillemets, quand on a cette conversation, c'est d'opposer en fait la réduction, le réemploi en préférant l'un sujet, enfin, privilégier le réemploi versus le recyclage. Aujourd'hui, on n'a pas ce luxe de pouvoir choisir. On va être obligé, et on est obligé, de poursuivre l'ensemble de ces objectifs. On a des objectifs, effectivement, sur la réduction. On poursuit dans la hiérarchie de la gestion des déchets. Le premier objectif, c'est celui de la réduction, sur lequel on travaille, sur lequel on accompagne nos clients aujourd'hui. L'idée, c'est d'introduire cette idée d'économie circulaire, de réduction, de suppression, d'allègement des emballages. C'est le premier point, évidemment. Ça ne se fera pas comme ça d'un claquement de doigts. Ça n'arrivera pas. Il y a aussi des résultats qu'on peut saluer aujourd'hui sur la réduction notamment et qui peuvent avoir un impact sur les déchets abandonnés. C'est la question par exemple du bouchon solidaire qui a beaucoup permis de faire évoluer ce genre de choses. Donc première, on a des objectifs qui sont importants, qui sont très élevés. On n'y est pas, je vous le dis, on n'y est pas du tout aujourd'hui on n'y est pas collectivement, on n'y est vraiment pas. On a des objectifs qui sont très ambitieux. C'est vrai aussi sur le réemploi, c'est vrai aussi sur le recyclage. Donc ce qui est vrai pour le premier de mes 3 R sera également vrai pour les 2 autres. Un des éléments de la réduction qui peut drastiquement et qui pourrait faire la moitié de la réduction, c'est le réemploi. Et je suis d'accord avec vous, on n'en parle pas assez du réemploi. C'est le deuxième objectif que l'on poursuit, c'est mettre en place effectivement le réemploi en France. Ça a existé, ça existe aujourd'hui localement. On a des petites boucles de réemploi qui existent. Ça nécessite d'être structuré, ça nécessite d'être accompagné financièrement parce que ça doit être viable. Nous, chez Citeo, on a commencé ce travail-là, on a plusieurs programmes. On a d'abord eu un programme qui continue, mais on a commencé par un programme qui s'appelle Reuse. Et ce programme, il avait vocation à identifier, il a toujours vocation, à identifier l'ensemble des acteurs de ces chaînes du réemploi pour les mettre en relation et pour réfléchir ensemble à ce sur quoi pourrait porter le réemploi. On parle beaucoup de la boisson, on parle beaucoup de la bouteille, c'est pas le seul emballage, en tout cas en France, qui pourrait faire l'objet de réemploi. Alors ça nécessite de se poser la question de quel type d'emballage, pour quel type de produit à l'intérieur, parce que les gens ne consomment pas l'emballage, ils consomment le produit qui est à l'intérieur, donc il faut aussi garantir la santé, la sécurité sanitaire notamment, et puis ensuite mettre en place ces boucles dont on doit limiter l'impact environnemental et qu'on doit financer. Donc on a réfléchi à comment est-ce qu'on opérationnalise ça, comment on met en place un modèle économique viable, parce qu'il faut que ce soit pérenne, il faut pouvoir l'amorcer bien sûr, mais il faut ensuite que ça existe dans le temps, sinon en fait c'est de la gabegie, ça ne sert à rien et c'est de la gabegie aussi environnementale. Et donc on est arrivé à un point aujourd'hui sur le réemploi où on lance ce qu'on a appelé une première activation. Donc on a réuni des metteurs en marché, ce qu'on appelle des industriels en France, donc qui vont mettre de l'alimentaire sur le marché, avec des distributeurs, donc des supermarchés. On a créé
des standards de réemploi, c'est-à-dire le fait de dire vous allez tous utiliser le même bocal, la même bouteille ou la même barquette, c'est important parce que dans le circuit, c'est ce qui fait que ça fonctionne mieux. Et on va démarrer, donc ces standards, ils vont bientôt sortir. En fin d'année, on va pouvoir commencer à les distribuer. Et puis pour un démarrage sur 4 régions françaises, donc ça va concerner une trentaine de millions d'emballages, on l'espère, et 16 millions d'habitants en France, on est quasiment 67 millions en France métropolitaine. Donc commencez par démarrer sur ce sujet-là pour tester, pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne hyper bien, et comment surtout on peut mobiliser le consommateur, parce que ça a été dit par différents intervenants, il faut que le consommateur s'approprie, comprenne ce qu'est le réemploi, et ça passera beaucoup, et ça c'est une conviction forte que l'on a, ça passera par la consigne. Sur le recyclage, c'est mon 3e R, sur le recyclage, donc sur le réemploi, on a encore beaucoup à faire. On démarre, ça a été long, mais voilà, il faut pouvoir avancer. Mon 3e R, c'est celui du recyclage, que je n'oppose pas aux deux autres. Ils sont complémentaires, ça dépend des modes de consommation, ça dépend des équipements industriels qui sont mis en place. On est sur des temps longs, vous l'avez dit Benoît tout à l'heure, quand on a parlé d'extension des consignes de tri. Quand on simplifie le geste de tri, en France, ça prend quasiment 15 ans pour déployer ça, et on n'est pas en train de mettre en place un nouveau système. Donc imaginez pour du réemploi ou pour d'autres sujets. À gauche, vous avez les taux de recyclage auxquels on était en 2022, c'est les derniers connus arrêtés. Voilà. Et à droite, vous avez les objectifs à horizon 2025 et à horizon 2030. Et vous pourrez constater, alors c'est écrit un peu petit, pardonnez-moi, mais en tout cas pour les 3 premiers, que ces objectifs-là, eh bien, tant en matière de carton, de plastique et d'aluminium, on est loin des objectifs à horizon 2025 et 2030. Quand bien même, effectivement, et alors donc on a plus de 30 points à prendre sur les plastiques, quasiment 20 points sur les cartons. Donc on a besoin de générer d'une manière ou d'une autre, quand bien même on réduit, quand bien même on réemploie, il y aura toujours un gisement qui sera à recycler. Et se pose donc la question des leviers qu'on va pouvoir activer pour adresser l'ensemble de ces sujets-là. Ces leviers, ils sont multiples, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas un levier magique, parce que sinon on l'aurait fait depuis longtemps, mais en fait c'est une multiplicité de leviers qui vont de la sensibilisation, de la mobilisation, de la communication auprès de l'habitant pour sensibiliser au geste de tri. On sait qu'il faut y revenir régulièrement. Ça va pour les cartons à mettre en place, parce qu'on a nos modes de consommation ont beaucoup évolué. Ça a été évoqué par Antoine Guillou tout à l'heure. Beaucoup de ventes à distance. On consomme beaucoup dans la rue. On consomme différemment aujourd'hui. Donc on a beaucoup plus de cartons. Donc réfléchir effectivement à un dispositif qui peut permettre d'accueillir les cartons. Un dispositif qui peut accueillir aussi tout ce qu'on consomme hors foyer, en dehors de la maison, parce qu'on a un dispositif pour le foyer. On l'a développé ensemble, on le développe ensemble et on le déploie ensemble depuis 32 ans. En revanche, voilà, sur l'espace public, quand on est dans la rue, mais quand on est dans les transports, quand on est dans des équipements publics type cinéma ou autre, il faut développer ces éléments-là. Donc ça veut dire qu'on a des leviers autour de ça. Et sur les plastiques, vous l'avez vu, on a plus de 30 points, un saut de performance de plus de 30 points à faire. Et effectivement, de notre côté, on considère qu'un des leviers, c'est celui de la consigne. Ce ne sera pas le seul. À lui tout seul, il ne permet pas d'adresser l'objectif de performance en matière de recyclage des plastiques. Il ne suffira pas. L'écart en France est tel qu'à lui seul, aller chercher 90% des bouteilles boissons ne suffira pas à couvrir l'ensemble de notre objectif en matière de plastique. Pour autant, c'est un des leviers indispensables à l'atteinte de cet objectif-là. Et je terminerai par un dernier élément, si vous permettez, c'est qu'en fait, je crois que, si on est tous d'accord pour dire qu'on est favorable au déploiement du réemploi, pour réussir la mise en place du réemploi, pour réussir le fait que c'est approprié par le consommateur, que ça fonctionne et qu'on a des boucles, qu'on voit revenir les emballages, il nous faut absolument mettre en place ce qu'on appelle une consigne mixte. À la fois une consigne qui va porter sur des emballages réemployés et sur des emballages à usage unique. Parce que effectivement, si on continue à opposer les deux types de consommation et les deux types d'emballage, eh bien, le consommateur va souvent pouvoir privilégier l'usage unique, celui qui ne fait pas l'objet d'une consigne. Oui, c'est une contrainte et pour nous, notre proposition, c'est plutôt que soit développer la consigne mixte, c'est celle qui permettra de développer le réemploi. Merci beaucoup. On voit que les points de vue ne sont pas les mêmes, mais on voit aussi que la mixité des solutions est essentielle. Vous venez de le dire, la consigne mixte n'est pas une plus que l'autre. La nécessité d'avancer sur le réemploi, on l'a quand même vu, vous l'avez rappelé dans les chiffres qui étaient là, ça plafonne. On n'arrive pas à s'améliorer. Donc de toute façon,
L'idée que j'en ai, c'est qu'il faut tester autre chose, parce que quand on est à 59, 61 depuis 15 ans, il faut s'améliorer. Donc tout le monde a envie de le faire, indéniablement, et des deux côtés des points de vue, mais comment on y arrive, c'est aussi en n'opposant aucun des 3 aires et en avançant sur les 3 en même temps. Je vais vous donner maintenant à Chloé Schwittgebel la parole. Vous êtes de Fair Resources Foundation. Merci de votre présence. Vous êtes notamment basé aux Pays-Bas et en Belgique. Pourriez-vous nous présenter les objectifs et actions que vous menez et faire un rapide comparatif justement de la façon dont vous abordez la lutte contre les déchets sauvages dans ces pays? Merci à tous de m'avoir ici. Alors pour la petite histoire, je suis française d'origine, j'ai vécu pendant 20 ans en France et je me suis expatriée aux Pays-Bas. Je suis partie pour les études et jamais revenue. Mais voilà, comme Merein, je ne reviens pas en planche à voile, mais je reviens quand même pour discuter du sujet. Donc je travaille pour Fair Resources Foundation, on est une ONG environnementale. On est basé aux Pays-Bas, on est une petite équipe, on est 8. On travaille à la fois au niveau des Pays-Bas, de la Belgique et au niveau européen sur tout ce qui est de la réduction de l'impact de la consommation et de la production des produits. Donc ça peut être, c'est aussi bien sur recyclage, réemploi, canettes, bouteilles, papier, etc. Je travaille spécifiquement sur la Belgique et en partie sur l'introduction de la consigne pour recyclage en Belgique, parce qu'à savoir que la Belgique a déjà, ou n'a pas, a toujours plutôt, la consigne sur le réemploi, sur le verre, sur les bouteilles, comme les Pays-Bas. Les deux l'ont gardé sur les bouteilles de bière, sont toujours consignées. Et je vais revenir sur le sujet des déchets parce que c'est quand même l'objet de la conférence de ce soir et je pense que c'est important d'en parler. La consigne au global, la consigne recyclage et réemploi, si on mixe les deux, les principaux avantages, c'est réduction des déchets sauvages, augmentation d'un recyclage de haute qualité quand on parle du recyclage et transition ou réemploi. Ce soir, on parle davantage de la lutte contre les déchets sauvages. Je pense que c'est important de rappeler que les déchets sauvages, ça a quand même un coût qui est très élevé. Pour la petite info, la prochaine slide, s'il y a des personnes qui sont un peu sensibles, je vous invite à ne pas forcément regarder la prochaine slide. Les déchets sauvages, ça a un énorme impact sur la nature et notamment sur les bovins. En Belgique et aux Pays-Bas, il y a eu beaucoup d'études et de monitoring qui ont été faits et il y a beaucoup de fermiers qui ont des problèmes avec leurs bovins. Des bovins qui avalent des morceaux de déchets sauvages qui sont moissonnés. Donc c'est aussi bien des canettes que des bouteilles, que d'autres morceaux de ferraille. En Wallonie, donc l'une des régions de la Belgique, c'est 3000 vaches qui meurent par an de ça. Et je vous laisse imaginer que ça a un impact pour les fermiers, ça a un impact économique parce qu'il me semble que le manque à gagner pour un bovin, c'est 1000 € par animal. Donc pour les fermiers, ça a un coût qui est certain. C'est aussi un coût de soins, c'est un coût de ramassage, puisque les fermiers, pour éviter ça, ils investissent dans des technologies de pointe où ils vont à la main récupérer les canettes, les bouteilles, les morceaux de métal, toutes les choses qui se retrouvent dans la nature. Ça a un impact pour les villes et les communes. J'en parlerai après rapidement. On a lancé une alliance qui réunit de nombreux membres qui demandent l'introduction de la consigne, aussi bien en Belgique qu'aux Pays-Bas, et on a énormément de villes et communes qui se joignent à nous. Je ne parle pas forcément des organisateurs de déchets, les collectivités qui gèrent les déchets, mais vraiment les villes et les communes, donc les maires, etc., qui rejoignent en masse l'Alliance pour la consigne parce que ça a un coût énorme de nettoyer les déchets sauvages. C'est une perte de temps d'un point de vue des employés municipaux. Ça a un impact sur le tourisme. C'est un manque à gagner. Le tourisme est un manque à gagner. C'est aussi du temps qui est alloué à nettoyer les rues et qui pourrait être alloué à d'autres choses, tout simplement. Et ça a un impact aussi, les déchets sauvages, ça a un impact bien évidemment environnemental. On parle des microplastiques, mais ce n'est pas que les microplastiques, c'est aussi les canettes. Quand c'est sur la Terre, on peut s'imaginer qu'elles peuvent être ramassées facilement, mais une fois qu'elles finissent dans la mer, dans les océans, dans les fleuves, je pense que Merein a pu le voir, c'est beaucoup plus compliqué d'aller les chercher une fois qu'elles sont là-bas. Donc, il faut trouver des solutions pour empêcher ces emballages d'arriver là-bas. Et on a une solution qui a été prouvée, qui est la consigne. Et la consigne, elle ne marche pas parce qu'elle est miraculeuse. La consigne, elle marche parce qu'on donne de la valeur à un emballage. On lui donne 15 centimes, 20 centimes, 25 centimes. Et quand on fait ça, les gens, ils ne vont pas jeter l'argent par les fenêtres. Les gens, ils vont soit ne pas le jeter
en premier lieu. Ça peut aussi avoir un effet curatif où on peut le ramasser, le récupérer et du coup, ça évite que le déchet y finisse, qu'il se dégrade en microplastiques, en petits morceaux qui finissent soit dans le bétail ou soit dans les océans. On en parlait, Mireille en parlait, on a des preuves que ça fonctionne. On a des preuves aux Pays-Bas de la part de Dirk, je ne sais pas où il est, qui fait un monitoring qui est très poussé, si poussé qu'il est repris par le ministère néerlandais, qui a montré que la diminution, elle est drastique. Sous un an, c'est une diminution de 70 à 90% des emballages consignés. On parle de canettes et de bouteilles dans ces cas-là, mais peu importe l'emballage ou la chose à laquelle on donne une valeur, si on donne une valeur, c'est simple, ça finira plus dans les déchets sauvages. Et je voulais juste terminer sur justement cette alliance pour la consigne dont on parlait. Donc en 2018, je ne travaillais pas encore dans l'ONG, mais notre ONG a lancé l'Alliance pour la consigne, qui est une fédération, une alliance qui a un message très clair, qui est très simple, qui est de demander au gouvernement néerlandais et belge d'introduire la consigne sur les canettes et sur les bouteilles. On a plus de 1300 membres à l'heure actuelle. On a 98% des villes et communes néerlandaises et on a 60% des villes et communes belges qui ont demandé ça. On a aussi des ONG, on a des entreprises également, on a des fédérations agricoles qui demandent ça. Et juste pour dire aussi que la discussion sur la consigne, c'est pas que en France, c'est pas que en Belgique ou aux Pays-Bas. Il y a un réel raz-de-marée vers la consigne pour le recyclage, tout simplement parce qu'elle fonctionne. Elle est depuis très longtemps en Allemagne, elle est dans les pays scandinaves depuis, il me semble qu'en Suède c'est 2003 qu'elle est en place, et c'est quelque chose qui est amené à grandir avec justement la révision du règlement. Et voilà, donc c'est juste le message que je veux apporter, que si on se parle juste de l'aspect du point de vue des déchets sauvages, il n'y a pas photo. C'est un aspect qui... il n'y a pas photo, c'est la meilleure solution, elle est éprouvée, testée, et elle est très rapide. Elle ne prend pas 15 ans à être mise en place, par exemple. Pour des changements de comportement, etc., c'est très drastique, puisqu'on donne un prix à l'emballage. Voilà. Merci pour votre enthousiasme, ce que vous avez organisé pour la pédagogie extrêmement claire. Bien sûr qu'on sait que sur le tourisme, c'est catastrophique. J'ai aimé ce que vous avez dit aussi, que si on utilisait moins d'employés municipaux à ramasser et s'occuper des déchets, ils pourraient peut-être s'occuper plus de social et d'autres sujets. C'est important de le rappeler, bien évidemment, et que la certitude que vous avez, avec une différence avec la France, c'est que vous avez déjà une grande partie des collectivités locales qui vous ont dit oui. Donc on sent que là, il y a des cultures différentes, des approches différentes. Par contre, la volonté d'aller et d'améliorer, bien évidemment, ces taux de recyclabilité et surtout de récupération de ces consignes. Et vous l'avez dit, si ça a de la valeur, ça ne sera pas dans la rue. C'est l'intime conviction que j'ai et sur lequel, après, certains disent « Ah oui, mais les pauvres vont aller les chercher, en fait, on va revenir aux chiffonniers, donc c'est pas bien de le dire. » Non, tout ce qui a de la valeur n'est pas jeté. Et le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans l'Europe entière. Donc redonner de la valeur à un objet, c'est de dire ça, je le prends et je le ramène. C'est du bon sens, ce n'est pas encore le cas chez nous, mais on sent bien que vous êtes plusieurs à vouloir pousser dans ce sens. Lucien, merci de ta présence. Tu es un des grands organisateurs de chaque canette compte et tu travailles pour la boîte boisson. On pointe souvent la bouteille plastique, mais la canette aussi se retrouve très souvent ou pas dans la rue. Est-ce que tu partages ce constat? Parce que depuis tout à l'heure, on a parlé essentiellement de la bouteille plastique. Oui, merci Marc et merci Meringe pour l'invitation. Effectivement, on est, excusez le jeu de mots, souvent noyé dans les discours autour de cette problématique à juste titre du plastique qui est partout. Et on est très content de pouvoir aussi exprimer quelque part une voix, un pas de côté sur d'autres emballages, d'autres matériaux. Alors oui, la canette, c'est un emballage à usage unique, hein, il n'y a pas de secret là-dessus. Néanmoins, on est souvent confronté à des clichés justement qui nous associent à la bouteille plastique. Alors certes, la canette, on l'a vu, elle est présente dans le déchet sauvage, ça ne fait aucun doute là-dessus. En fait, quand on regarde la portion de l'emballage dans les déchets sauvages, c'est évidemment tout ce qui concerne les boissons, canettes, bouteilles plastiques et bouteilles en verre aussi. Donc on n'y échappe pas, évidemment. Et pour nous, c'est évidemment une hérésie à plusieurs titres, parce qu'en fait,
La canette est un emballage monomatériau qui n'est fait que d'aluminium, et on a parlé de valeur des matériaux, de valeur des objets. Effectivement, l'aluminium est ce qui se valorise le mieux pour un centre de tri notamment. On parlait des bouchons attachés sur les bouteilles. La canette n'a pas de partie détachable. C'est justement pour ne pas faire de parties de matériaux comme ça qui se détachent facilement, le fameux petit stay on table. Elle est incassable, etc. Je ne vais pas vous faire toute l'argumentaire autour de notre emballage. C'est l'une des missions qu'on fait avec notre association La Boîte Boisson, qui représente donc les 3 acteurs qui sont présents en France, qui produisent les canettes françaises. Néanmoins, on a quand même ce rôle-là de parler finalement d'autres choses que le plastique, des autres matériaux aussi qui existent, notamment pour les boissons. On se rend compte que beaucoup de pouvoirs publics ne connaissent pas assez la filière des métaux, la filière de l'aluminium. Or, elle est stratégique pour la France. On a un site en France, qui est dans l'Est, qui s'appelle Constellium, qui est en train d'investir 150 millions d'euros pour décupler, doubler sa capacité de recyclage des canettes expressément. Et en fait, là où le bas blesse, c'est qu'aujourd'hui, ce site qui recycle déjà les canettes, qui les refonde, n'accueille quasiment aucune canette issue des centres de tri, malheureusement, parce que c'est mélangé dans des balles qui sont effectivement finalement trop polluées par d'autres contenants, d'autres matériaux, par des chiquettes, excusez-moi le terme, de plastique notamment. Et en fait, toutes les canettes que ce centre recycle viennent justement des pays à consigne. Donc on est évidemment en faveur également de la consigne pour recyclage. On a essayé d'en parler également à notre niveau pendant les débats. L'idée, c'est d'avoir que des balles de canettes. Oui, en fait, fait, c'est plus facile à recycler. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, la canette est souvent associée à la bouteille en plastique, alors qu'en fait, on est beaucoup plus proche du verre. Il y a Citeo d'ailleurs qui reprenait une classification, je trouve, qui est assez pertinente là-dessus, en disant qu'il y a les emballages telluriques, d'origine tellurique, qui sont le verre et le métal, en fait, parce qu'on est issu de minerais, comme le verre. Donc le verre, c'est la silice, la canette en aluminium, donc c'est la bauxite, création française d'ailleurs. Et en fait, l'industrie de l'aluminium, ce que nous dit l'industrie de l'aluminium, c'est que depuis un siècle qu'on a inventé finalement l'aluminium, 75% de l'aluminium qu'on a produit est toujours en utilisation aujourd'hui, toujours en utilisation dans ce micro, dans nos canettes, dans vos téléphones, dans vos voitures, etc. Alors on a perdu 25%, qui est malheureusement soit immobilisé dans la nature, soit enfoui dans l'enfouissement. L'incinération, il y a beaucoup d'incinération en France. Là aussi, il y a un sujet parce que beaucoup de nos canettes sont recyclées à travers l'incinération. Alors, on ne va pas s'en contenter parce que la canette se refond tellement facilement. On peut refaire des canettes de manière quasiment infinie en refondant l'aluminium. C'est ça aussi qui la différencie notamment des emballages comme le plastique ou le papier qui font plus de décyclage que du recyclage. Recyclage à l'infini. C'est ça. Alors après, effectivement, on a de la perte au feu quand on rentre dans le détail, évidemment. Oui. C'est comme quand je fais toujours des comparaisons avec l'alimentaire. Quand vous faites de la soupe, évidemment, si vous finissez votre assiette, vous avez toujours un reliquat qui perdure. Donc effectivement, l'aluminium, lui, est recyclable à l'infini, ne perd pas ses qualités. Et ça, c'est un des arguments forts pour justement un emballage à usage unique. Donc nous, ce qu'on veut dire, et on va sans doute en parler après, c'est qu'effectivement, le plastique est omniprésent. Mais alors comment justement se porte le marché de la canette face à cette omniprésence du plastique et répartition? On voit quand même des canettes qu'on peut acheter quand même dans beaucoup d'endroits. Donc il se porte bien le marché, il augmente parce qu'on ne veut plus de plastique? Alors il y a un peu de ça, mais pas totalement. C'est vrai que comme il y a des objectifs de réduction, on voit beaucoup de metteurs en marché et aussi de consommateurs qui se tournent vers d'autres solutions. Et les solutions qui sont justement je dirais la plus pratique et la plus évidente, c'est justement de changer d'emballage. Et d'ailleurs, dans le décret 3R, la canette et les emballages métalliques sont cités comme justement une alternative immédiate et pratique au plastique à usage unique. Et en fait, effectivement, en France, on est un peu à contre-courant. Alors, on est un challenger parce que c'est assez facile à retenir. Nos marchés principaux, c'est les boissons plaisir. Donc, c'est les soft drinks, les boissons, et d'un autre côté, la bière. Donc, on est sur les boissons sucrées, les boissons alcoolisées. Et en fait, vous avez dans les soft drinks, évidemment, on est à dominante plastique, et dans la bière, dominante verre. Et en fait, dans les deux portions, une boisson sur 4 est consommée aujourd'hui en canette. C'est en constante progression en France. Les pays latins sont moins des pays justement à consommation de canettes. On est beaucoup plus justement sur le plastique ou le verre. Mais ce qu'on constate, en tout cas, nous, depuis 15 ans, on mène des observatoires sur l'emballage, donc on voit aussi le comportement des Français. Les Français s'approprient de plus en plus justement ce choix d'un autre emballage, d'autres matériaux. Les metteurs en marché, justement, avec la contrainte liée au plastique, avec les pénuries qu'il peut y avoir sur certains matériaux comme le verre, avec certaines crises ou des emballages, justement, l'industrie de l'emballage métallique, pendant le Covid notamment, a montré sa résilience.
On voit qu'il y a des grands majors de marques de boissons, aussi bien dans la bière avec le développement des microbrasseries ou dans les softs, qui se tournent vers la canette. Donc, tout ça fait qu'effectivement, le marché se porte de plutôt bien, il progresse, ouais. mais alors justement comme il progresse, comment on améliore la collecte et la circularité des canettes? Et voilà, donc effectivement, c'est ce qu'on avait évoqué ensemble pour préparer ça. Quand je dresse cette carte d'identité de la canette, on se dit bah, c'est super, c'est génial, c'est l'emballage parfait à usage unique. Cela dit, notre principal problème, c'est la collecte. Alors souvent, quand on parle de la collecte de la canette, on nous cantonne justement au hors-foyer, en disant bah oui, mais la canette c'est nomade, évidemment, c'est justement la canette qu'on va retrouver au pire dans les rues ou au mieux dans une poubelle qui ne sera pas recyclée, une poubelle d'ordures ménagères. C'est pas totalement vrai, hein. Encore une fois, ça fait partie des clichés. Justement, la canette progresse beaucoup dans le frigo en fait des Français. Elle augmente là où elle augmente le plus, c'est en consommation à la maison. Et on estime, au travers de nos études, que c'est environ 50%. Vous avez la consommation en GMS qui est des 2 tiers de la consommation et 1 tiers vendu en hors foyer. Mais finalement, vous avez beaucoup aussi de consommation à domicile qui se déporte en consommation type pique-nique et autres. Mais on ne peut pas juste balayer. On sait où elle va naturellement. Eh bien non, parce que en fait on la ramène dehors quand même. Voilà, on l'achète à domicile, on se balade avec. C'est ça. Mais là où le bas blesse pour nous et là où vraiment il faut qu'on travaille de concert avec les collectivités notamment, c'est que malgré la facilité des canettes qui sont, les 3 fabricants fabriquent la même chose, hein, on parle aussi de standardisation des emballages, la canette est déjà standardisée, c'est la même pour tout le monde. Malheureusement, seuls 20% des canettes consommées se retrouvent dans le bac jaune, alors que c'est un emballage facilement reconnaissable, triable, identifiable. Et là où on arrive à une canette sur 2, c'est à peu près comme la bouteille plastique, hein, on a le même taux de recyclage à peu de choses près, c'est entre guillemets via l'incinération qui est très présente en France. Et comme justement on est un matériau permanent, comme le verre, même si vous jetez votre canette et qu'elle est brûlée en incinération, on va quand même récupérer les mâches fer. Mais évidemment, ça va être de l'aluminium entre guillemets pollué, cramoisi, si je peux me permettre du terme, donc forcément les applications ne seront pas les mêmes, il y aura des process supplémentaires. Donc nous, on veut vraiment aussi enquêter sur ça. On perd beaucoup de ces mâches fer en incinérateur. Il y a du recyclage parallèle qui s'opère. Les centres de tri, quand on parle avec les collectivités, nous disent que justement l'aluminium est très recherché parce que c'est ce qu'il y a de plus valorisable dans le bac jaune. Malheureusement, les quantités sont infimes et en plus, on commence à nous parler de vol de canettes, de vol d'aluminium dans les centres de tri. Donc il y a vraiment effectivement beaucoup de choses à faire et donc je suis très heureux de pouvoir vous parler de ces sujets-là un peu à pas de côté sur le plastique. Et nous, même si on est en faveur des schémas de consigne, hein, parce qu'effectivement, comme je le disais, c'est pas du greenwashing la consigne. La consigne, c'est plutôt comment trouver une solution efficace pour une typologie d'emballage qui sort un peu du lot. Les emballages de boissons, parce qu'effectivement tout est très segmenté, le repas français est segmenté, une boîte de conserve, un paquet de gâteaux, il sort du frigo, du placard, il va sur le plan de travail, il finit dans le bac jaune. Les emballages de boissons, finalement la consigne est très efficace aussi pour ça, parce qu'elle est ubiquitaire et apporte une solution, je dirais, partout, tout le temps pour la boisson. Et on boit tout le temps, on se déshydrate tout le temps, on a envie de se désaltérer partout, dehors, etc. Pendant l'été surtout. Donc c'est avant tout pour ça en fait que la consigne marche pour les emballages de boissons. Néanmoins, nous on n'a pas forcément envie juste d'attendre que l'Europe décide à la place de la France sur consigne obligatoire en 2029. On lance actuellement notre charte canette. Voilà, on veut vraiment sensibiliser un maximum autour de notre emballage sur ce matériau qui est très valorisable et que les centres de tri se doivent de récupérer. Et on a à cœur justement de répondre à cette main tendue on a participé aux échanges sur les débats sur la consigne et sur le bac jaune. Et on a entendu en fait les villes qui appelaient justement à se mettre autour de la table pour aider à l'application des 14 leviers. Et on veut jouer ce jeu-là, alors bien sûr sur notre emballage, hein, et on veut justement co-construire cette charte avec eux. Je n'aurai pas le temps effectivement de tout développer ici, mais on a œuvré avant. On a beaucoup œuvré autour de notre emballage depuis bien avant les discussions sur leur foyer, depuis bien avant les discussions sur le plastique. Ça fait 15 ans qu'on a monté le programme Chaque Canette Compte avec Citeo, qui est aujourd'hui sans doute un des programmes leaders hein, sur tout ce qui est question de véritable collecte hors foyer. On a fondé aussi avec Citeo également le projet Métal pour équiper, voire suréquiper en courant de Foucault les centres de tri.
Le courant de Foucault, c'est ce qui va rendre aimantable justement l'aluminium pour permettre de le récupérer. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'autres idées. On voudrait co-construire ça avec les villes. Donc justement, je profite de cet événement pour lancer justement cette invitation. Et on aimerait justement que beaucoup nous rejoignent autour de cette petite collection autour de la canette. Merci Lucien. On voit que les producteurs cherchent les solutions et tu l'as dit tout à l'heure, si vous allez aujourd'hui sur la consigne pour recyclage, c'est qu'il y a 20% simplement qui va dans le bac jaune et vous dites qu'est-ce qu'on fait de mieux pour être encore plus efficient et efficace alors que ce matériau est 95% recyclable et qui évite de faire des économies de CO2 énormes. Finalement, toutes ces matières, c'est de la matière première qu'on ne va pas aller acheter ailleurs. Donc plus on récupérera de l'aluminium, plus on produira des canettes, mieux on se portera et on devient finalement nos propres... la France deviendrait indépendante pour fabriquer ses propres canettes. Donc cette économie circulaire complète est très intéressante. Bénédicte Kerkala, merci d'être là. On va terminer par vous. Après, vous reprendrez la parole puisque beaucoup de choses ont été dites et qui ne sont pas toutes dans le même sens. Vous êtes responsable juridique de Zero Waste en France. Plusieurs produits en plastique ont déjà été interdits ces dernières années. Faudrait-il en interdire davantage ? Bonsoir à toutes et merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, la position de Zero Waste France, qui est donc une association citoyenne qui milite vraiment pour la réduction des déchets à la source, dans la mesure où en fait les déchets qu'on produit en fait proviennent de produits à l'origine qui exercent des pressions sur nos ressources naturelles. Et donc voilà, l'objectif premier pour nous, c'est vraiment de réduire massivement les déchets. Et effectivement, pour nous, la lutte contre notamment les déchets abandonnés, ça passe nécessairement par le fait de limiter les mises en marché de produits dont les consommateurs et consommatrices se défont le plus rapidement. Et donc là, notamment, le focus aussi, on parle beaucoup de plastique ce soir, mais effectivement, en fait, une grande majorité des produits plastiques qui sont produits, en fait, sont des objets qui ont une durée de vie inférieure à 5 ans. Et parmi ces produits, en fait, 40%, c'est des emballages à usage unique. Et donc, en fait, c'est pas anodin que le premier texte qui était adopté au niveau européen, donc une directive de 2019 qui visait donc à interdire notamment certains produits en plastique, elle s'est en fait concentrée à interdire les produits en plastique à usage unique qu'on retrouve le plus dans l'environnement marin. Et donc en fait, 80 à 85% des déchets plastiques, en fait, enfin des déchets, pardon, sont des déchets en plastique. D'où aussi un peu ce prisme, ce focus sur le plastique à usage unique. Et donc notamment la raison aussi, c'est que le plastique, c'est un matériau, comme vous le savez, très persistant et donc qui se dégrade sous forme de micro, nanoplastiques, etc., avec toutes les conséquences que ça peut emporter donc, sur voilà, toute la chaîne alimentaire notamment, et même aujourd'hui sur le corps humain. On a vraiment donc je pense que c'est important de le redire, qu'on a vraiment une recherche, des études scientifiques grandissantes. Enfin, rien que là, les 6 mois depuis le début de l'année, on a de plus en plus de papiers, de scientifiques, de médecins qui établissent des liens entre le plastique, la présence de microplastiques dans le corps et des pathologies comme le Parkinson par exemple. Et donc c'est pour ça que pour nous, vraiment réduire à la source les plastiques, c'est vraiment une urgence absolue. Et donc oui, pour nous évidemment il faut aller bien plus loin. Donc la France l'a déjà fait, notamment au moment où elle a transposé cette directive. Nous on est allé plus loin dans le sens où on a interdit plus de plastique à usage unique. Donc il y a eu la mesure par exemple sur l'interdiction de l'emballage des fruits et légumes sous plastique, même si là encore il y a de nombreuses dérogations, etc. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais surtout, en fait, pour nous, aujourd'hui, il faut prioritairement interdire les plastiques qu'on ne sait pas recycler. Donc, ça paraît quand même évident. Et pourtant, là aussi, on a immédiatement, en fait, des levées de boucliers industriels. Donc, pour donner un exemple très concret, donc on avait déjà une interdiction de certains contenants, on va dire, alimentaires en polystyrène expansé. Mais donc, la loi Climat et Résilience de 2021 est venue... a notamment permis l'adoption d'une disposition particulière qui visait à généraliser en fait l'interdiction de l'ensemble d'un polystyrène à partir du moment où il ne peut pas intégrer une filière de recyclage qui fonctionne. Et donc cette mesure, elle est censée entrer en vigueur en janvier prochain. Mais là, on a appris donc en juin, il y a eu une grande enquête du Monde et de France Info en fait qui a révélé que la France ces dernières années a investi des centaines de millions d'euros en fait pour développer à tout prix une filière de recyclage.
Et maintenant, il y a aussi une annonce sur laquelle, bon, encore une fois, le contexte politique actuellement est très compliqué, donc voilà, on ne sait pas trop. Mais voilà, en tout état de cause, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait reporter cette mesure, qui est quand même prévue depuis la loi AGEC qui date de 2020. Donc là, ça fait 5 ans qu'on attend l'entrée en vigueur donc, de cette mesure. Et bon, pour l'instant, elle est encore là. Mais voilà, juste pour montrer que, en fait, à chaque fois, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on constate. On pousse, donc on fait beaucoup de plaidoyer pour vraiment, au final, obtenir en général des miettes, des interdictions très à la marge. Quand même, quand on parle d'interdiction de paille, ça reste quand même assez anecdotique quand on voit l'ampleur de la pollution plastique. Et puis vraiment, chaque mesure, en fait, elles font l'objet d'un lever de bouclier par les industriels. On l'a vu notamment, je citais à l'instant l'exemple des emballages des fruits et légumes. C'était une mesure, voilà, pareil, qui date de 2020. Au final, elle est rentrée en vigueur cette année parce que, là encore, les producteurs de plastique soutenus par tout un tas d'industriels ont engagé un recours contre le décret d'application qui venait en fait préciser exactement quels fruits et légumes allaient être concernés par l'interdiction. Et donc, ce qui a fait que voilà, l'entrée en vigueur de cette mesure a été reportée. Il y a encore eu un recours qui a été introduit, etc. C'est tout le temps comme ça. Ça a été pareil sur les gobelets et les assiettes en plastique. Là, on vient à peine d'avoir une décision du Conseil d'État qui vient de valider l'interdiction des en fait, les gobelets aujourd'hui en carton pour être légaux, pour qu'ils puissent être mis sur le marché, ils doivent contenir un pourcentage maximal de plastique. Enfin voilà, donc nous, ce qu'on constate en fait dans les faits, c'est que, et ce qu'on dénonce, c'est que le problème, alors j'entends bien tout à l'heure, vous disiez que voilà, c'est la réduction, le réemploi, plus le recyclage. Nous, on est d'accord avec ça en fait. Nous, justement, on dit il faut respecter la hiérarchie des modes de traitement, au terme de laquelle c'est vraiment, il faut mettre le paquet sur la prévention et ensuite le réemploi et ensuite le recyclage. Mais ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est que les subventions publiques sont encore massivement dirigées vers les solutions de recyclage, alors même que, voilà, au lieu de juste se dire on ne sait pas recycler le polystyrène et en plus les polystyrènes, qui sont d'ailleurs utilisés pour fabriquer des pots en yaourt, etc., et donc des produits au contact alimentaire, est classifié par exemple comme un matériau possiblement cancérigène par l'OMS. Ça fait notamment partie des plastiques qui, sous forme de nanoparticules, voilà, conduiraient notamment à la maladie de Parkinson. Et du coup, je suis un peu embêtée aussi quand j'entends cet argument des industriels, au terme duquel c'est vraiment, en fait, on respecte la réglementation, on est dans les clous, on utilise du plastique parce que sécurité alimentaire, etc. Mais la réalité, et on l'a vu très récemment avec les discussions sur l'adoption de la loi sur les PFAS en France, en fait, c'est pas parce que quelque chose est dans la loi ou n'est pas interdit qu'il n'y a pas un impact, et en tout cas sanitaire. Et là, on est quand même dans un contexte où on se rend de plus en plus compte des impacts environnementaux et surtout sanitaires du plastique. Et pourtant, voilà, on ne veut pas abandonner le polystyrène. Donc voilà, pour nous, c'est quand même, il faut mettre le paquet sur la réduction. Donc on a compris que, merci pour cette explication pédagogique de la fin des plastiques à usage unique, que c'est eux qui sont au fond des océans, ça a été la priorité. On voit que votre autre priorité, c'est d'interdire les plastiques non recyclables pour atteindre ces objectifs. Ça semble du bon sens, mais encore peut-être qu'ils en trouveront d'autres qui seront recyclables. Donc l'industrie essaye aussi de s'adapter aux évolutions. Vous avez noté depuis tout à l'heure qu'il y a des points de vue fortement différents, divergents, qui sont tous respectables, et c'est la moindre des choses. Peut-être des échanges entre vous pour réagir justement sur ce que vous avez entendu des uns et des autres après ça. Et puis on va passer, après ce petit tour de table, à des questions avec la salle avant d'entendre Arthur Germain en conclusion de cette fin d'après-midi. Alors je vais réagir à ce que vous avez dit vous. Bon, avant j'ai effectivement dit, moi il n'y a pas de surprise, on est les collectivités, encore une fois, j'ai la prétention ce soir de représenter sur la question de la consigne pour recyclage de l'ensemble des collectivités. On est parfaitement en phase avec les ONG françaises. Encore une fois, moi, j'ai pas de prétention à dire qu'il faut faire la même chose en Belgique ou en Hollande. Vous avez, il y a une histoire, il y a des traditions, il y a des habitudes qui font que peut-être que c'est la meilleure solution dans des pays voisins. Moi, je ne parle que pour les collectivités françaises et on est parfaitement en phase avec Zero Waste, comme avec la plupart des autres associations ONG françaises et également avec les associations de consommateurs. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit sur la question du pouvoir d'achat.
La consigne, c'est un impact sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne gagnez rien avec la consigne. Le gars qui achète sa bouteille 20 centimes de plus, parce qu'on dit aujourd'hui, la dame dit c'est 20 centimes pour que ça soit efficace, 20 centimes, il va les récupérer. S'il ramène sa bouteille, il ne va rien gagner. Il va simplement ne pas perdre en ramenant sa bouteille. Et s'il ne ramène pas, il va perdre 20 centimes. Donc il y a un impact négatif sur le pouvoir d'achat. Et qui c'est qui va se mettre d'ailleurs les 20 centimes dans la poche? Ça, c'est un débat. Moi, je dis que je ne voulais pas parler d'argent. Il faut se poser la question quand même, qui va gagner les 20 centimes fois les millions de bouteilles qui sont mises sur le marché? C'est pas l'usager, c'est pas le contribuable. Il y a certainement aussi des enjeux financiers à ce niveau-là. Donc l'argument du pouvoir d'achat, non, c'est pas un argument. C'est au contraire, c'est un contre-argument. Il n'y a pas d'avantage au pouvoir d'achat à mettre en place une consigne. Personne ne gagne d'argent. Enfin, en tout cas, pas celui qui achète sa bouteille ne gagnera d'argent en la faisant consigner. Je suis d'accord avec vous. Il y a peut-être d'autres personnes qui gagneront de l'argent, mais c'est pas le. Pour toutes les bouteilles qui sont dans la rue, il y a des gens qui vont gagner de l'argent, non les récupérer, elles ne traîneront plus. C'était ça, bon. Ah, c'est-à-dire que les gens, effectivement, on paupérise la collecte. On paupérise la collecte, effectivement, comme on le voit dans des pays du tiers-monde. Mais bon, est-ce que c'est vraiment un argument recevable pour je dirais, promouvoir la consigne? Je pense que c'est pas un argument. On est quand même des pays. Centimes, on va pas l'abandonner non plus. Effectivement, si on arrive à créer des petits boulots de gens qui vont les récupérer comme ça existe dans les pays du tiers-monde, je veux bien, mais je pense pas que ce soit un argument recevable dans un pays comme la France. Anne-Sophie, vous souhaitez juste une plaisanterie pour Mergine, hein, c'est ça? Oui. On a parlé de standards pour les Anne-Sophie a parlé des standards pour les contenants. Oui. Notamment le verre. Si vous saviez comment ça va être compliqué de standardiser les bouteilles de Bourgogne pour les, pour les vins de Bordeaux. Non, mais je pense que c'est impossible. Non, enfin, c'est une plaisanterie, c'est de dire standardiser les bouteilles de vin. C'est complètement impossible dans un pays comme la France, où des bouteilles de Bordeaux resteront toujours des bouteilles de Bordeaux, et les bouteilles de Bourgogne, des bouteilles de Bourgogne. Et on n'utilisera jamais l'une pour l'autre. Mais c'est une plaisanterie, c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas commencé par ça. On n'a pas commencé par attaquer le vin. Vous disiez, Marc. Allez-y, Anne-Sophie, vous souhaitiez réagir. Elle avait le micro. Oui. Si je peux juste réagir sur l'aspect de la spécificité franco-française, on a la même discussion en Belgique où c'est non, mais parce que la Belgique est connue pour avoir un système de ce qu'on appelle le sac bleu, donc tout ce qui est PMC, qui est très performant, FOS+, donc qui est le Citéo belge, a des taux de recyclage merveilleux. Par exemple, il recycle 123% du verre. Je vous laisse faire les maths. Mais bon, ça c'est un autre débat. En revanche, je pense que c'était une petite un petit kick du pied. Mais ils achètent en France et ils jettent en Belgique. C'est ça. Ils achètent en France et ils recyclent en Belgique. Mais le débat, le centre de cette conférence, je pense, ce soir, c'est la consigne et les déchets sauvages. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, en fait, au final. On a parlé de type de collecte, on a parlé de recyclage, on a parlé de réemploi, on a parlé de prévention, mais on a peu parlé de l'aspect déchets sauvages. Je pense que la France n'est pas exempte des déchets sauvages. En tout cas, j'ai pas eu l'impression. Dirk n'a pas eu l'air d'avoir l'impression quand il a marché autour de l'Académie du climat. Et on pourra dire ce qu'on veut. Jusqu'à présent, la prévention, le ramassage, c'est des solutions temporaires. C'est pas des solutions structurelles sur les déchets sauvages. Si on fait les campagnes qu'on veut, les campagnes elles vont être oubliées. On peut mettre des amendes, ça fonctionne un temps, puis ça s'arrête de fonctionner parce que les gens ils continuent de boire, ils continuent quand c'est l'été de prendre des canettes, de les amener à l'extérieur. Amener de la valeur à un emballage, oui effectivement ça peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat si les personnes ne le ramènent pas, c'est le principe du pollueur-payeur. Mais juste du point de vue déchets sauvages, il n'y a pas de différence entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, les États-Unis. Donc après c'est une question de les investissements qui ont été faits peut-être dans les centres de tri et choisir une politique d'aller dans un certain lieu, ce qui est effectivement la raison pour laquelle en Belgique, je parlais des villes et des communes, les villes et les communes sont à 100% en faveur de la consigne. Par contre, il est vrai que les opérateurs de déchets, les centres de tri, ce qu'on appelle les intercommunales de déchets, le sont beaucoup moins parce qu'elles ont fait un pari sur les centres de tri pour la collecte des emballages. Et maintenant, on leur explique que c'est peut-être une direction qui n'était pas la bonne, qu'il faut revenir en arrière parce qu'on veut collecter les emballages peut-être avec une consigne pour pouvoir faire du bouteille au bouteille, du canette à canette, fermer la boucle des emballages. Et ça, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément, mais ça n'empêche que c'est à l'heure actuelle la meilleure solution pour le faire.
Ça fait partie des... Anne-Sophie souhaitait réagir. Vous avez le micro. Je rejoins ce que disait Chloé sur les déchets abandonnés. On en a finalement assez peu parlé. Il y avait pour moi deux sujets, on l'a évoqué tout à l'heure. Nous, on intervient à deux niveaux sur les déchets abandonnés. Le premier, c'est sur la dimension internationale, hein, puisqu'effectivement, on participe au programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, dans le cadre de la négociation du traité contre la pollution plastique, hein, il y a différents cycles de négociation pour mettre en place identifier un certain nombre d'outils et de leviers. Donc on est présent et on est accrédité par l'UNEP pour discuter de ces sujets-là. Et parmi les sujets que l'on pousse, il y a effectivement le fait de reconnaître que la REP, la responsabilité élargie du producteur et donc la responsabilité des producteurs, est un sujet, est un outil dont donc utiliser cette responsabilité et mettre en place le modèle des éco-organismes dans différents pays est un outil qui doit être mis à la disposition des États, et notamment les États où aujourd'hui, dans les pays en développement, on a peu de collecte et on a des vrais sujets de déchets abandonnés parce que, je rejoins ce que vous disiez Chloé, mais en revanche, dans tous les pays, la problématique n'est pas du tout la même de déchets abandonnés. On considère aujourd'hui que sur les emballages mis en marché en France, deviennent des déchets abandonnés moins de 1% de ce qui a été mis en marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais ça veut dire aussi que la dimension dans d'autres pays est un peu différente. Donc on intervient donc au niveau international pour faire en sorte de sensibiliser autour de ce sujet-là. Au niveau national, on travaille beaucoup avec les collectivités locales pour mettre en place des plans de lutte contre les déchets abandonnés avec plusieurs niveaux d'analyse. Le premier, c'est de comprendre quelle est la raison de l'abandon, parce qu'on pense parfois que les gens sont mal élevés et qu'ils jettent par la fenêtre, par terre, et ce n'est pas tout à fait le cas, ce n'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire qu'il faut identifier quelles sont les raisons du geste d'abandon ou du fait que ces emballages se retrouvent dans l'espace public, qu'il soit naturel ou urbain, puisqu'on a ce problème dans les deux parties. Ensuite, il y a cette idée de caractériser ce que sont ces déchets, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans les emballages qu'on a en déchets abandonnés. Est-ce que c'est de la bouteille? Est-ce que c'est de la canette? Pas mal de la canette. C'est un peu de la bouteille. C'est beaucoup de petits déchets plastiques, beaucoup de films plastiques. Ça, c'est intéressant parce que ça permet ensuite, au moment de la réduction, au moment du travail que l'on fait avec les metteurs en marché, d'identifier justement quels sont les éléments de prévention que l'on peut mettre en place, parce que, on l'a dit tout à l'heure et vous l'avez dit notamment Chloé, c'est la prévention qui va être le plus important. C'est-à-dire c'est ce moment où on va éviter le plus possible de mettre sur le marché ou d'avoir ces déchets-là. À partir du moment où on met en place des équipements pour collecter, on a un peu perdu, c'est-à-dire le plus possible, il faut sensibiliser, on le fait avec les enfants, on le fait avec la jeunesse, on le fait avec les adultes, mais le plus possible faire en sorte que ces déchets-là ne ruissellent pas ou ne se retrouvent pas dans la nature. Oui, vas-y. Et si on va prendre des questions avec la salle maintenant pour essayer de tenir les délais. Ouais, juste après, ne vous inquiétez pas de problème. Si vous voulez savoir tous les déchets sauvages et comment la personne le fait, il y a ici dans la salle une personne qui savent très bien, et il est là-bas. Et il vous demandez, est-ce qu'il y a encore? Il parle. Il est pas. Ils savent de tout déchet, tout ça. Il a déjà fait 10 ans d'analyse de déchets sauvages. C'est le national. Il faut lui demander. Ils savent. Et il faut aussi dire qu'il y a une solution efficace pour réduire. Et vous avez vu tout le graphique. Donc, Lucien, rapidement. Comme ça, on aura tous rajouté un mot. Moi, je voulais juste très rapidement rebondir sur les propos très intéressants. Juste un commentaire sur effectivement le schéma de consigne. Bon, je ne vais pas faire le VRP de la consigne, hein, mais tout ça est très bien étudié par l'ADEME, hein, le schéma de consigne. La consigne qui n'est pas retournée quand les gens ne rendent pas la canette ou ne rendent pas la bouteille ne finit pas dans les poches des industriels. Hein. Ça reste dans le système pour financer le système, pour justement contribuer à son développement. Mais bon, tout ça est quand même a très bien été étudié partout en Europe maintenant. Non, moi je voulais juste rebondir justement, et je reprends ma casquette justement aluminium et canette. Nous, on n'est pas persuadés. Alors bien sûr, la consigne retire des gisements pour les centres de tri et c'est dommageable. Mais nous, on n'est pas persuadés, justement, il y a tellement peu d'aluminium qui est recyclé. On pense que aussi, il n'est pas interdit de penser que si demain la France devient un pays sous consigne pour les emballages de boissons, que demain les Français s'improvisent
contraints et forcés à devenir des spécialistes du recyclage de leurs canettes en aluminium parce qu'ils ont une consigne dessus, ils vont la ramener. Il n'est pas interdit de penser qu'en fait, ça va rejaillir positivement aussi sur le bac jaune. Nous, aujourd'hui, la canette est certes l'emballage le mieux représenté dans le petit pool d'aluminium que des emballages ménagers, mais il y a d'autres emballages en aluminium, il y a les barquettes alu, il y a des tubes, il y a des capsules, et il n'y a aucune étude qui montre qu'en fait, l'arrivée d'une consigne en fait, dégraderait finalement le bac jaune. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, pour l'avoir fait pendant 15 ans avec chaque année de compte, beaucoup de gens en fait ne croient plus au recyclage, ne croient plus à leur centre de tri local parce qu'ils ont entendu des choses, enfin, voilà, ils ont vu des choses sur la collecte des déchets. Et je pense qu'en fait, l'arrivée d'une consigne, ce coup de pied dans la fourmilière pourrait aussi finalement rejaillir positivement sur l'ensemble des autres emballages et sur un sérieux renouvelé sur la collecte. C'est une pensée, on n'est pas interdit on n'est pas obligé de me croire non plus. Merci Lucien. Bénédicte. Oui, et après la parole à la salle quand même, avant la conclusion, pour rester à peu près dans des délais corrects. Non, du coup, je voulais juste rebondir aussi sur pourquoi aussi on a vraiment besoin de mesures de réduction sur le plastique. Et désolé, du coup, ça va pas forcément répondre à la question très spécifique à la consigne de recyclage sur la canette. Mais juste pour quand même rappeler que la France, elle a adopté des objectifs qu'elle a inscrits, donc des objectifs ambitieux dans la loi. D'ici 2040, les emballages en plastique à usage unique seront interdits en France. Ça a été dit tout à l'heure, on s'est déjà fixé un objectif de réduction de 50% des bouteilles pour boissons en plastique d'ici 2030. Bon, on n'y est pas du tout. Sur les dernières années, les bouteilles ont au contraire, les mises en marché ont cru de 4% à peu près. Donc on n'y est vraiment pas du tout. C'est pareil sur le développement du réemploi, on est à 0,3%, là où on aurait déjà dû être à 5%. Bon, là, je parle de tous les emballages en plastique l'année dernière. Mais du coup, en fait, c'est aussi la question de miser énormément maintenant sur la consigne pour recyclage. Et là, je parle aussi beaucoup et spécifiquement du plastique, alors que d'ici quelques années, en fait, ces emballages sont censés disparaître. Ça nous paraît complètement anachronique, en fait. Et c'est vrai que, comme le rappelait Chloé tout à l'heure, dans le contexte beige, c'est quand même un peu différent parce qu'ils ont toujours la consigne pour réemploi, donc sur le verre, qui existe et qui a perduré malgré l'essor des emballages en plastique à usage unique, ce qui n'est pas notre cas en France. Et là, vraiment, on n'a juste plus le temps, en fait. Donc, pour nous, la priorité doit vraiment être mise sur le réemploi. Pour certains, la priorité sur le réemploi, pour d'autres, sur aujourd'hui la consigne. Peut-être 2-3 questions de la salle, si vous souhaitez. Oui. Désolé, je prends la parole. Je sais que je vais la reprendre tout à l'heure, mais le débat est passionnant. Moi, je pense qu'on n'a pas aussi assez insisté sur les enjeux du plastique. On a parlé de microplastique, on a parlé, Chloé, tu l'as dit, des problématiques sur la faune que ça peut avoir. Moi, j'ai descendu la Seine, j'ai vu, comme Mérène, les guirlandes dont tu parlais. Faut savoir que déjà, 97%, je crois que j'apprenais ça à Tara quand je bossais là-bas il y a quelques années, 97% du plastique dans les océans est du microplastique. Donc il faut avoir ça en tête, et ce microplastique, il a encore des impacts qu'on ne connaît pas. Moi, quand je bossais du coup avec Tara, si vous ne connaissez pas, c'est un bateau scientifique qui étudie justement toutes ces problématiques-là. Ils ont fait une expédition en 2019 qui en parlait. Et ils ont montré qu'en fait, le microplastique, c'est des bombes bactériologiques qui sont envoyées aux quatre coins du monde. Dans l'océan, il y a des courants, etc. Et on ne connaît pas encore, on ne maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants de ce plastique-là. Et j'ai aussi discuté avec le directeur de la réserve Natura 2000 du Havre, dans laquelle tu es passé, Mérène. Donc c'est une des réserves naturelles les plus importantes en France, parce qu'elle est dans une zone entre, comment on appelle ça déjà, entre eau douce et eau salée, je me souviens plus. Mais du coup, ouais, j'ai pas bien entendu, mais voilà. Donc c'est une réserve hyper importante où, ouais, des eaux-somates, bien, où il y a vraiment des énormes pertes de biodiversité en ce moment même liées au plastique. Et ce directeur en question, je suis passé beaucoup de temps dans cette réserve, et il pouvait voir d'année en année le nombre d'espèces diminuer. Donc voilà, tout ça pour rappeler qu'il y a vraiment une urgence
une urgence d'essayer toutes les solutions possibles qu'on a à notre disposition. Il ne faut pas se fermer ni à la consigne, ni au réemploi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la consigne, on sait que ça peut marcher, on sait que ça peut réduire de manière drastique et très rapidement les déchets sauvages. Et moi, je vous invite à faire un petit tour autour de la Seine. Il y a une piste cyclable qui va jusqu'au Havre. Vous pourrez voir vraiment que ça peut avoir un impact très, très rapide. Voilà. Donc moi, je pense que ça aussi, ça doit rentrer dans la conversation. Il n'y a pas que cette idée, oui, de réduction. Même si je suis d'accord avec toi sur le long terme, il y a cette idée de réduction rapide des déchets sauvages. Voilà. Deux réactions sur scène. Merci Arthur Germain. Allez-y. Si j'ai bien compris, ce que disait Meraine surtout tout à l'heure, c'est que même recycler ne réglait pas le problème, mais quand tu regardes en fait les impacts aussi des installations de recyclage du plastique, en fait, c'est pareil, ça libère des microplastiques dans l'air, ça libère tout un tas de substances chimiques. Donc au bout d'un moment, en 2019, je ne sais plus quel était le chiffre récent, mais en 2019, c'était uniquement 9% du plastique au niveau mondial qui était recyclé en fait. Donc, oui, le recyclage, mais en fait de manière subsidiaire sur le plastique dont on ne peut pas se passer, mais ça ne peut juste pas être la solution principale aujourd'hui en fait. Et du coup, tant qu'on ne réduit pas en fait à la source la production de plastique, on aura un océan plastique tout simplement. Mais du coup, c'est quoi la solution pour réduire? Parce que je suis d'accord avec toi sur réduire la... Pardon. Chloé a levé la main pour compléter. Si je peux juste répondre à ce que tu t'indiquais très bien, il faut tout mettre en place pour le faire. Au sein de notre ONG, on a vraiment cette vision que la consigne recyclage, ce n'est pas forcément quelque chose qui va à l'encontre du réemploi. On parle souvent d'une transition et la consigne recyclage, ça peut vraiment accompagner des politiques justes, clairement, être un levier vers une transition vers le réemploi, parce que d'un point de vue consommateur, je ne parle pas forcément de ce qu'il y a derrière, mais d'un point de vue consommateur, c'est le même geste. D'un point de vue consommateur, c'est lui dire ton emballage de boisson, que ce soit ta canette, ta bouteille en plastique qui est recyclable ou ta bouteille en plastique qui est réemployable, ta bouteille en verre, etc., tu la rapportes en magasin. Ensuite, les pratiques qui sont mises derrière, les investissements dans les centres de tri, les centres de nettoyage, etc., c'est les mêmes. Enfin, c'est pas les mêmes, justement, c'est là que ça change. Mais selon nous, investir aujourd'hui ou dans les 2 prochaines années à venir dans une consigne recyclage, ça ne veut pas dire qu'on ne fera jamais de réemploi. Au contraire, ça veut dire qu'on les met en parallèle. La plupart du temps, les machines qui sont en magasin, elles sont à même de récolter les 2 en même temps. Donc, il faut mettre en place tous les moyens. Et ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à interdire en 2040. Ça veut juste dire qu'on fait les choses en même temps, en parallèle, qu'on se donne tous les moyens. Et en tout cas, c'est ce dont on croit, et c'est aussi ce qu'on a vu. C'est ce qu'on voit aux Pays-Bas ou en Belgique. Les machines, c'est les mêmes. Quand ils ont étendu à la canette, alors ils auraient dû en mettre plus pour avoir plus de flux, mais c'était les mêmes machines qu'ils ont juste paramétrées différemment. Les machines où tu mets ta cagette pour le verre, c'est la même dans laquelle tu mets ta bouteille en plastique. Donc d'un point de vue du consommateur, ça ne change rien. Donc voilà. C'est juste Encore une ou deux questions dans la salle, sinon on va passer aux conclusions. Oui, tenez, je vous apporte mon micro. Bonjour, Jean-Marc Bouillon, je suis vice-président aux côtés de Ludovic Leboueur de l'association Ludovic Objectif Planète Propre. On a ramassé les déchets de Paris à Marseille en l'été 2023. On a eu le soutien de Citeo à ce moment-là. On a ramassé 15 tonnes de déchets. On a mesuré les déchets ramassés donc, le long de la RN7. Donc on a fait un seul côté. On n'était pas équipé pour faire les 2 côtés. On a partagé nos données avec Mergine. On a rencontré Mergine en février. On l'a aidé à ramasser les bouteilles au niveau de la Seine. Voilà, et on est très très heureux d'avoir pu le rencontrer, de pouvoir échanger ensemble. On est très proche et on est vraiment très heureux de ce qu'il propose, puisqu'en fait il dit vraiment qu'il faut mesurer et il faut vraiment faire du terrain et il faut partager les données. Donc, et vraiment on est tous concernés par cette pollution et c'est vraiment une question d'engagement et d'état d'esprit. Et donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre ensemble. Et sur les solutions, en fait, toutes les solutions sont vraiment nécessaires. Et il y a des nouvelles solutions qu'il faut absolument tester ensemble. Donc il y a des solutions qui sont très importantes et pour l'Europe, et pour l'Afrique, et pour le monde.
Le digital est présent partout. Tout le monde a un téléphone dans sa poche aujourd'hui. Il y a derrière le téléphone, il faut vraiment regarder comment, et je me permets de le dire, parce qu'en fait, dans le téléphone, aujourd'hui, c'est une vraie relation à la réalité qui peut favoriser, s'il est bien utilisé, les liens sociaux. D'accord ? Donc il faut vraiment ouvrir, alors je vais le dire gentiment, ouvrir les chakras. Moi j'entends ce soir, quand j'entends qu'on dit qu'on a tout étudié et qu'il n'y a plus qu'à, je suis vraiment dubitatif parce que franchement pour moi le constat c'est que ça ne marche pas, que la science médicale polymère c'est super important et qu'en France on n'en parle pas assez, qu'en fait on est déjà affecté dans notre santé et c'est vraiment important, il y a des mesures qui vont être prises, il y a des personnalités qui vont partager leur taux de plastique, qui l'ont déjà fait, c'est super important de voir où on en est dans nos sangs, aux uns et aux autres, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment se développer. Et donc, favoriser comme ce soir le dialogue collectif, ma question en fait aux participants, c'est vraiment comment dialoguer avec les consommateurs, comment dialoguer avec les citoyens, comment véritablement actionner du marketing post-consommation pour que les consommateurs s'y retrouvent et comprennent les enjeux qui se posent à eux en tant que consommateurs. Merci beaucoup. Et donc c'est ce qu'on fait au sein de l'association Objectif Planète Propre, puisque l'objectif qu'on partage, c'est de pouvoir ensemble avancer vers une planète propre. Merci, 1 pour votre témoignage, 2 pour votre question, et ça fait plaisir de voir toutes ces ONG qui sont engagées et comment on implique plus les consommateurs. Finalement, tout le monde ici autour de la table a sa propre responsabilité pour le faire. On sent que vous avez tous envie de le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore de mieux pour répondre à la question? Qu'est-ce qu'il veut? Oui. Nous, il y a quand même quelque chose qu'on veut rappeler, c'est que justement, cet argument de la responsabilité des consommateurs et des consommatrices, nous, c'est un argument qui nous fatigue beaucoup, parce que pour nous, en fait, la responsabilité, elle pèse vraiment sur les politiques publiques, dans la législation, la réglementation qui est adoptée, sur les politiques publiques qui est mise en œuvre, sur aussi les produits qui sont mis sur le marché par les industriels. Et là, voilà, on parle beaucoup de bouteilles en plastique. Nous, récemment, on a, donc c'est accessible sur notre site internet, on a commandé un sondage à OpinionWay qu'on a porté avec No Plastic in My Sea, qui est une de nos associations partenaires, et qui dit très clairement, on va dire les réponses des personnes interrogées sont sans équivoque. On demandait justement sur qu'est-ce qu'elles pensaient de l'interdiction des petits formats de bouteilles en plastique. Donc voilà, déjà commencer quelque part, interdire les petits formats, et 2 tiers en fait des personnes interrogées ils sont favorables. Donc voilà, je pense qu'il faut, les consommateurs et les consommatrices sont aussi raisonnables, et il faut les écouter du coup. Oui, et après on va conclure. Allez, monsieur et Chloé. Moi, ce que je redis, c'est qu'il faut déjà mettre la sensibilisation sur les metteurs en marché. C'est à eux avant tout de faire l'effort, effectivement, de réduire. On est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'on optimise, qu'on réduise la pollution plastique, mais pour moi, c'est avant tout une question d'amont. Après, sur l'aval, c'est-à-dire sur le consommateur, il y a un vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on arrête de brouiller le message. On avait réussi depuis des années, avec Citeo, les collectivités locales, à dire tous les déchets d'emballage se mettent dans la même poubelle, ils se trient, c'est le même process, etc. Et maintenant on va dire, non mais attention, il y en a, il faut les mettre un peu ailleurs parce que vous allez récupérer un peu de sous. Et puis vous allez avoir un autre camion qui va passer sur les machines, les reverse machines, et l'autre sur les bacs jaunes. Il faut qu'on ait un message simple. Le message simple, c'est tous les emballages se trient, tous les emballages se recyclent, et vous les mettez tous dans la poubelle jaune. Et le débat sur la consigne pour recyclage, il va fausser ce message, il va rendre encore plus compliqué pour le consommateur, l'usager, le contribuable, peu importe, ce message. Et il ne faut surtout pas qu'on le brouille davantage. Donc c'est pour ça que c'est un argument de plus pour qu'on s'oppose à la consigne pour recyclage. Allez Chloé, dernière à intervenir, après on va passer aux conclusions d'Arthur Germain. Si je peux répondre juste à ça, vous allez bien dire aux consommateurs qu'il faut sortir la bouteille en verre du flux à verre. Donc vous pouvez leur dire qu'il faut sortir les emballages de boissons. Mais donc vous ne voulez pas la consigne sur le réemploi non plus du coup. On va pas rouvrir le débat. Moi, ce que je voulais vous dire, comme d'abord, vous avez vu qu'il y a débat. C'est moins qu'on puisse dire. Ce que personne ne peut contester, c'est que tous ici, ils n'ont pas nécessairement la même trajectoire pour y arriver, mais ils veulent tous y arriver. Avec certitude, c'est ce dont on doit déjà se réjouir, c'est qu'il n'y a que des gens qui cherchent à améliorer. Après, est-ce que c'est une mixité de solutions? Est-ce que c'est la consigne? Vous avez vu que tout le monde n'est pas d'accord, mais par contre, tout le monde a envie que ça aille mieux. Donc c'est déjà, tu peux te réjouir qu'en France, il y ait la même envie que toi. Il n'y a pas l'envie de la consigne, encore adoptée. La réalité politique que je peux imaginer, je connais un tout petit peu l'Europe, c'est qu'aujourd'hui on repousse, et puis en 2029, ça sera obligatoire.
vraie question qui se pose ici autour de la table à tous, c'est qu'est-ce que d'ici là on fait pour améliorer les choses, tous collectivement, avec des expérimentations nouvelles, on l'a bien entendu, avec la mixité des consignes, en effet pour réemploi, consigne non aujourd'hui, mais on peut quand même. Il y en a qui l'ont fait, et qui l'ont mis en place d'ailleurs de manière privée dans les grandes surfaces. Donc elle est en train de se mettre en route. Et puis après, un jour, elle sera peut-être obligatoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le pense. On fait faire toujours à l'Europe ce qu'on n'a pas envie de faire chez soi pour ne pas prendre de coups. Donc moi, j'ai connu ça avec la politique agricole. Ah ben, c'est pas de notre faute, c'est la faute de l'Europe. C'est pour ça qu'on n'aime pas l'Europe. Ça ne peut pas marcher comme ça. Si on veut donner envie d'Europe, il faut que l'Europe, elle construise justement une société plus environnementale et plus acceptable. Arthur, je vais vous appeler à mes côtés, mais vous allez quand même applaudir tous ceux qui se battent pour améliorer en effet aujourd'hui nos résultats et qui étaient là. Arthur, venez à mes côtés. Que vous avez été... Non, restez là, restez là. Vous avez écouté, vous allez conclure un peu cette journée et rappeler votre témoignage très engagé. Déjà, merci de me donner la parole. Bravo pour le débat, c'était vraiment hyper intéressant. Moi, Meren, il m'a contacté il y a de ça quelques mois. En fait, ça s'est fait très vite, tout ça. Pour plusieurs raisons. Enfin, on s'est rendu compte en fait qu'on partageait plein de choses. Déjà, on est tous les deux des éco-aventuriers, ce qu'on appelle des éco. Alors moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça qu'on nous appelle. Donc ça veut dire qu'en fait, on essaie de donner du sens à nos aventures en portant des messages politiques. Moi, par exemple, j'ai descendu la Seine à la nage. Voilà, mon objectif, c'était de montrer. J'ai beaucoup travaillé sur les modes de vie alternatifs et j'essaie de montrer que on peut vivre autrement et notamment grâce à la low-tech. Je vous en reparlerai un petit peu dans ce que je fais après. Voilà, donc on essaye de porter des messages d'une manière différente et on s'est beaucoup retrouvé là-dessus avec Meren. Et moi, il a fait une chose qui m'a vraiment très intéressé. C'est pour ça d'ailleurs que je t'ai suivi, Meren. C'est que tu as réussi à embarquer les gens avec toi. Et ça, je pense qu'on l'oublie beaucoup aujourd'hui et je pense que les temps politiques actuels me donnent raison. L'écologie, bien sûr que, tu l'as dit, la sensibilisation ne suffit pas, mais aujourd'hui, la politique, la partie politique de l'écologie a aussi échoué à donner envie aux gens de la suivre. Et on se heurte à un gros problème aujourd'hui. Et je trouve que ce que tu fais, Meren, c'est beau parce que tu donnes déjà de l'espoir aux gens et tu nous donnes envie de s'embarquer dans l'aventure avec toi. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on le voit, ce que tu amènes, c'est du débat, c'est 60 000 personnes qui ont signé ta pétition. Et voilà, moi je crois beaucoup que nous, en tant qu'éco-aventuriers, on peut non seulement amener ce boulot de sensibilisation qui a toujours existé dans l'écologie, tu l'as dit, mais aussi on peut embarquer des gens avec nous. Voilà. Et aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de ce que je fais, donc j'ai descendu la Seine à la nage pendant 49 jours, donc je suis passé aux mêmes endroits que Meren. Donc j'ai vu exactement tout ce que tu racontes, les déchets plastiques, etc. Et moi, ça m'a donné envie de créer une association d'éco-aventuriers, donc qui a vu le jour là l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est 6 dans notre association et on s'est réunis pour porter la cause ensemble. Et on travaille beaucoup autour de la low-tech, donc on a parlé de réemploi. La low-tech, c'est vraiment ça, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'idée de réfléchir à toute la chaîne depuis la production jusqu'à la fin de vie des objets qu'on a. Et l'idée de la low-tech, c'est de s'intéresser aussi à des objets qui sont vitaux, comme par exemple l'électricité, enfin des concepts vitaux comme l'électricité, l'eau, etc. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, dans notre collectif, on a une aventurière qui part avec son vélo et qui essaye de faire pousser des plantes en se baladant en France. Donc elle a fait plusieurs fois le tour de France en faisant pousser des plantes sur son vélo et elle arrive plus ou moins à les manger, etc. Donc voilà, on expérimente des choses. Voilà. Donc cette partie politique que tu as, Meren, moi ça m'intéresse énormément et je pense qu'aujourd'hui on doit tous s'en inspirer parce que les récentes élections, comme je l'ai dit, l'ont montré, on a besoin de retrouver cet engouement. Et l'écologie, ça n'a pas à être quelque chose de contraignant, ça n'a pas à être... même on a parlé tout à l'heure de cette question du bac jaune
Pour moi, c'est pas très compliqué de se poser la question de est-ce que je vais ramener ma bouteille en plastique dès lors que je suis habité par la cause. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut qu'on dise. Et les gens ne sont pas idiots. Je pense qu'aujourd'hui, se dire qu'on doit laisser le recyclage comme il l'est aujourd'hui uniquement parce que c'est plus simple, non, aujourd'hui, on doit aller plus loin, on doit réfléchir à d'autres solutions, comme tu l'as dit, Meren. Voilà. Donc j'ajouterais que... pardon, je perds un peu mon phrasé, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, Meren, il m'a confié une mission en venant ici. C'est de faire signer à tous ceux qui le veulent, mais surtout aux acteurs publics, une task force, je ne sais pas comment on pourrait le dire en français, voilà, une task force, voilà, qui a pour objectif d'ancrer ton combat, Meren, dans quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'on a eu la discussion, il va continuer à y avoir des débats et c'est super important qu'on continue à avoir ces débats comme on l'a eu ce soir. Mais aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est qu'on étudie la question et qu'on passe directement à l'action, que les mairies lancent des processus, etc. et qu'il y ait un vrai planning. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas assez en écologie, enfin qu'on fait de plus en plus. Mais il faut vraiment qu'on ait, comme tu l'as dit, ce qui a marché aux Pays-Bas. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y avait une espèce d'ultimatum, si je peux dire ça comme ça. Ils ont voté du coup une loi qui disait si l'industrie n'arrive pas à réduire de 90%, comme tu l'as dit, les déchets plastiques, les déchets sauvages, alors on met en place la consigne parce que c'est la seule solution qu'on a de concrète pour l'instant. Voilà. Moi, je pense, c'est pour ça que je parlais de l'urgence du problème. Je pense qu'en France, on peut aller vers des solutions comme ça. On a un problème urgent. OK, il y a plusieurs solutions. Maintenant, on en a une qui a marché dans d'autres pays. Alors, si on n'arrive pas à trouver d'autres solutions, à se mettre d'accord sur d'autres solutions, on se lance dans la consigne, parce que même si ça a son lot de problèmes, et je te rejoins complètement sur le fait de réduire la consommation, etc., je pense qu'il y a un problème urgent qui est réduire les déchets sauvages dans les espaces naturels. On ne l'a pas dit, mais il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cette idée-là. Vous savez que 30% des Français vivent à moins de 20 km de la Seine. Donc ça, c'est un chiffre qui parle énormément et qui veut dire que tout notre mode de vie, à nous tous, se retrouve dans la Seine. Donc par exemple, je vous donne un exemple bête, quand vous vous brossez les dents, dans votre brosse à dents, il y a des microparticules de plastique qui naturellement vont se retrouver dans la Seine, parce qu'en fait elles peuvent pas, c'est des microparticules, elles ne peuvent pas être traitées par les usines de traitement de déchets. C'est pareil pour vos vêtements quand vous les mettez à la machine à laver et ainsi de suite. Donc ce sujet que tu abordes, Meren, de la consigne, en fait c'est un sujet parmi plein d'autres qu'il va falloir aborder de manière très rapide et il faut garder en tête que le point névralgique de ces sujets, c'est les rivières, c'est les fleuves. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais 80% des déchets plastiques qui se retrouvent dans les océans viennent des fleuves. C'est un chiffre qui est énorme et qui nous montre à quel point nous, ici, à Paris, on a un rôle qui est prépondérant. Et tu l'as dit, en fait, les gens pensent que les déchets plastiques dans les rivières et les océans sont liés aux incivilités. Mais on se rend compte de plus en plus que c'est faux, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, tout notre mode de vie nous amène à polluer naturellement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à la réduction de tout ce qu'on peut, de toute notre consommation de manière globale. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec la low-tech, notamment, d'essayer de trouver des manières de remplacer toutes nos technologies polluantes, et tout ce qui pollue dans notre mode de vie et de le faire avec des choses qu'on trouve autour de nous. Voilà. Donc je pense que Meren, tu amènes ici à Paris et en France un sujet qui va vraiment pouvoir nous unir et j'espère que nous, en tant qu'acteurs et militants écologistes, je ne sais pas si vous vous considérez tous comme ça, je ne veux pas parler en votre nom, mais on a une opportunité à saisir avec justement les éco-aventuriers, les gens qui amènent de la visibilité comme ça sur des sujets.
Et maintenant qu'on parle beaucoup de la scène et de tous les enjeux qu'il y a autour, je pense qu'il faut aussi pouvoir aborder toutes ces questions dont je vous ai parlé, des vêtements, des brosses à dents qui ont du plastique à l'intérieur, et je passe tous les autres sujets. Voilà. Donc voilà. Merci Mérène en tout cas d'amener ça en France. Et maintenant, si tu veux bien, on va pouvoir signer cette task force. Alors, on va apporter... Merci Arthur Germain. Moi, je trouve formidable ce terme d'éco-aventurier. Mérène, tu as montré tout à l'heure que quand on veut bousculer le politique, qu'on fait 60 000 personnes qui signent une pétition, on peut amener de la base, de gens qui d'écrire même une loi et de changer les choses. Je pense que dans les années qui viennent, finalement, ce sont les associations, les citoyens qui pourront demain écrire aussi et envoyer à des parlementaires en disant « mais allez-y, faisons-la, signons-la ». Alors là, voilà, il y a quelque chose à signer. Qu'est-ce qui signe le premier alors ? Ici dans la salle, c'est pour tout le monde ? Moi, j'ai pas encore signé, donc je veux bien y aller. Alors, il y a déjà, déjà Antoine, l'adjoint à la mairie de Paris, qui a signé tout à l'heure. Voilà. Donc, je serai le deuxième. Une signature. Je suis intéressé, j'ai des idées de connaissances sur ce domaine ou simplement une volonté d'agir, et je rejoins cette coalition. Bravo, sous vos applaudissements. Et merci Mérène de nous avoir donné l'occasion de créer ce formidable débat. Bravo pour ton enthousiasme. Donc maintenant, tu fais le tour du monde ou tu continues ? Allez, venez. Si je peux juste dire quelque chose, oui, je vais essayer de porter le plus loin possible cette petite déclaration. Et de la même manière que Mérène l'a fait aux Pays-Bas, plus on va être à signer cette pétition, enfin c'est pas vraiment une pétition, c'est plutôt une task force, mais plus on va être à la signer, plus on va donner du poids à cette cause. Et donc je vous invite tous à... Comme c'est court, je me permets de vous lire, parce qu'il faut quand même que les gens sachent ce qu'ils veulent signer ou pas. Suite à sa mission et son initiative en France, l'ONG Plastic Soup Surfer souhaite que l'événement d'aujourd'hui soit le point de départ d'une organisation inédite commune autour de la problématique des emballages présents dans les déchets sauvages. Les collectivités, autres parties prenantes, industries, pouvoirs publics, associations signent ce call to action, se portent volontaires pour se réunir d'ici fin 2024 à l'initiative de Plastic Soup Surfer pour co-construire une task force dédiée sur le sujet de force de proposition comme test d'initiative de collecte inédite dans des sites clés, recherche et identification des indicateurs déterminants pour aider à la mesure de ces déchets d'emballage abandonnés, études spécifiques, monitoring et autres initiatives. Voilà, maintenant vous savez, ceux qui veulent signer, vous êtes les bienvenus. Et merci infiniment à nos éco-aventuriers d'avoir pris cette très très belle initiative. Beaucoup.